Avez-vous déjà pensé que la vie que vous appelez réelle ne se déroule peut-être pas simplement lorsque vous êtes éveillé? La science nous apprend que, dans l'obscurité du sommeil, le cerveau traite les souvenirs, répare le corps et crée des connexions invisibles. La sagesse ancestrale affirme que, dans ce même espace, l'âme dialogue avec l'éternel. Deux visions apparemment différentes, mais qui sont finalement identiques. La reconnaissance que chaque nuit est un laboratoire de transformation où se jouent en silence les fils de notre destin. La vraie question n'est pas ce qui se passe quand vous dormez, mais qui vous décidez d'être quand vous vous réveillez. Chapitre 1. Le seuil du sommeil. Le sommeil est le seuil le plus ancien et pourtant le plus ignoré. Chaque nuit, nous le franchissons comme des voyageurs ordinaires, croyant qu'il s'agit d'une simple pause biologique, d'un besoin physiologique qui nous pousse à fermer les yeux pour récupérer l'énergie dépensée pendant la journée. La plupart des gens ignorent que ce sombre portail est aussi une frontière vibrante, une ligne invisible séparant l'ordinaire de l'extraordinaire. La science moderne confirme que pendant le sommeil, l'esprit ne se repose pas du tout. Les neurones s'activent selon des schémas complexes, les souvenirs se réorganisent, le corps se régénère et les émotions s'intègrent. Les neurosciences le décrivent comme un processus de consolidation et de réparation, mais les traditions spirituelles l'appelaient bien avant avec un autre vocabulaire. Elles l'appelaient le sanctuaire, l'atelier des dieux, la demeure où l'âme se souvient de ce que le corps oublie. Pensez-y. Ce que vous appelez l'inconscient traite plus de choses en une seconde que votre esprit éveillé ne peut en supporter en une heure. Il n'y a pas de filtre rationnel, pas de jugement, pas de limite. C'est un océan de symboles où le réel et l'imaginaire s'entremêlent, un terreau fertile qui répond à la moindre intention. Ce terreau est votre meilleur allié, même si vous le traitez rarement comme tel. Chaque nuit, juste avant de s'endormir, on atteint la limite de ce territoire. C'est le moment où la pensée consciente s'estompe et où un espace liminal apparaît. Ni sommeil ni éveil. Un couloir mystérieux où l'esprit est plus réceptif que jamais. Les psychologues appellent cela l'état hypnagogique. Les anciens l'appelaient le seuil. C'est là que la véritable magie opère, car ce que vous semez à cet instant précis germera au plus profond de votre être. Le sommeil n'est pas une évasion, c'est une invitation. Ce n'est pas une perte de temps, c'est du temps dans sa forme la plus généreuse. Chaque nuit, la porte s'ouvre sur un laboratoire de transformation qui œuvre en silence. Et vous décidez si vous franchissez ce seuil en marcheur inconscient ou en alchimiste éveillé. Pour mieux comprendre ce mystère, je voudrais vous raconter une histoire. Ce n'est pas un mythe perdu ni une fable inventée au hasard, mais un récit symbolique qui englobe la vérité que la psychologie et la spiritualité répètent sous des noms différents. Passons à autre chose, mais d'abord, si vous sentez que cela résonne en vous, vous trouverez le premier lien dans la description avec plus de matériel métaphysique que vous adorerez. Il était une fois un jeune homme nommé Élie, apprenti architecte dans une ville où les tours de pierre rivalisaient avec les étoiles pour conquérir le ciel. Élie travaillait le jour sur les plans d'autrui, copiant les lignes et les mesures qui ne provenaient pas de sa propre inspiration, mais de ce que ses maîtres lui imposaient. Son cœur, cependant, aspirait à quelque chose de plus. Ériger un édifice non pas fait uniquement de pierre, mais doté d'un but. Chaque nuit, épuisé, Élias grimpait sur le toit de sa maison et contemplait la lune se refléter dans les eaux du fleuve. Là, il se demandait en silence: à quoi bon construire de mes mains ce qui ne naît pas de mon âme? Le sommeil le gagnait et il s'enfonçait dans l'obscurité, cette question brûlant encore sa poitrine. Une nuit, alors que ses paupières s'abaissaient, quelque chose de différent se produisit. Au lieu de sombrer dans un sommeil vide, il se retrouva à marcher dans un couloir éclairé par des torches aux flammes bleues. L'air vibrait comme si chaque pierre de la pièce respirait. Devant lui se dressait une porte gigantesque, sculptée dans du bois vivant, qui semblait battre avec la même force que son cœur. À son contact, la porte s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur, une voix grave lui parla. « Tu as atteint le seuil, le lieu où la forme se crée avant la naissance. Ici, ni la gravité ni la logique n'existent. Ici, les pensées sont matière et ce que tu imagines prend forme. » Élias regarda autour de lui
et réalisa qu'il n'était pas dans un rêve ordinaire. Il se trouvait dans un atelier invisible, un espace où des colonnes s'élevaient d'un geste et des dômes émergeaient d'une simple parole. Fasciné, il commença à construire avec la puissance de ses idées, des tours qui reflétaient la lumière comme des miroirs de cristal, des escaliers qui montaient vers des cieux sans limite, des arches qui résonnaient de mélodies invisibles. Il passa ce qui lui sembla une éternité à concevoir ce temple impossible, jusqu'à ce que la voix lui parle à nouveau. Chaque nuit, tu franchiras ce seuil, mais souviens-toi, ce que tu construis ici n'est pas un fantasme. C'est la graine de ce qui germera dans ta vie éveillée. Tes pensées en ce lieu sont les plans que l'univers gravera dans la pierre, dans le temps et dans la chair. Elias se réveilla à l'aube, le cœur battant. Il pensait avoir rêvé, mais lorsqu'il prit ses outils de dessin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses mains commencèrent à tracer des lignes qu'il n'avait jamais étudiées auparavant, de nouvelles formes qui semblaient venues d'une autre dimension. Ses professeurs furent émerveillés. Les dessins d'Elias possédaient une beauté et une harmonie que personne en ville n'avait jamais vues. Au fil des mois, ces plans se transformèrent en bâtiments, et ces bâtiments devinrent les symboles d'une nouvelle architecture alliant utilité et esprit. On les appelait « temples vivants », car en y pénétrant, on ressentait paix, inspiration et clarté. Élie savait la vérité. Il ne les avait pas conçus seulement éveillés, mais à ce seuil secret où l'esprit endormi dialogue avec l'Éternel. Élie est une métaphore pour nous tous. Chacun, consciemment ou inconsciemment, franchit ce seuil chaque nuit. La différence réside dans la manière dont nous le faisons, en promeneur distrait ou en architecte de notre destin. La psychologie moderne le confirme. Dans l'état hypnagogique, juste avant le sommeil profond, l'esprit devient extraordinairement flexible. Les images, les phrases et les émotions que nous déposons à ce moment-là sont enregistrées dans les circuits neuronaux avec une force que l'état de veille ne peut atteindre. C'est comme semer des graines dans un sol humide et fertile. C'est pourquoi de nombreuses cultures nous ont appris à prier, à méditer ou à affirmer juste avant de dormir. Ce n'était pas de la superstition, mais une connaissance intuitive que la science commence seulement à démontrer. Elias nous rappelle que la frontière entre l'éveil et le sommeil n'est pas un abîme obscur, mais une porte. Et le plus surprenant, c'est que nous en avons tous la clé. Il suffit de prendre conscience de cet instant, de choisir une intention claire et de laisser l'esprit endormi l'emporter avec lui jusqu'à l'au-delà. Le sommeil est le seuil. Et chaque nuit, en le franchissant, vous décidez si vous le franchirez les mains vides ou avec les plans de votre destin gravés dans votre cœur. Chapitre 2. Le laboratoire secret. Chaque nuit, sans exception, vous entrez dans le laboratoire le plus sophistiqué et le plus mystérieux qui soit. Il n'est pas fait de murs, de tubes à essai ou de microscopes. Sa matière première est constituée de vos pensées, de vos souvenirs et de vos émotions. Ces instruments sont invisibles, mais ils fonctionnent avec une précision que la science moderne commence à peine à comprendre. Ce laboratoire, c'est votre esprit endormi. Pendant le sommeil, les neuroscientifiques ont découvert que votre cerveau se comporte comme un alchimiste. Il traite des fragments d'expérience, relie des idées lointaines, réorganise les souvenirs et élimine les résidus émotionnels. Pendant le sommeil, des zones cérébrales silencieuses à l'état de veille s'activent et des connexions inédites se créent, ce qui explique pourquoi vous vous réveillez si souvent avec des solutions inattendues ou des idées brillantes que vous n'auriez jamais imaginées consciemment. Ce n'est pas de la magie, même si on le sent, c'est de la pure neuroscience. L'hippocampe et le cortex préfrontal collaborent silencieusement, tissant souvenirs et apprentissage. Mais au-delà de l'explication biologique, les traditions spirituelles l'ont toujours su. Le sommeil est un laboratoire sacré où se distillent les essences de la vie, où le chaos de l'expérience devient sagesse et où les graines de l'intention germent sans entrave. Pensez à ces moments où vous vous êtes endormi avec une inquiétude intense, et où, au réveil, le fardeau vous a semblé plus léger, ou même où vous avez trouvé la réponse que vous cherchiez. Ce soulagement n'est pas le fruit du hasard. Il est le fruit du travail silencieux de votre laboratoire intérieur. Là, à mesure que votre ego se dissout, les éléments qui semblaient incompatibles trouvent leur place.
Mais ce laboratoire ne se contente pas de réparer et d'organiser, il crée aussi. Il est capable de concevoir des chemins que vous n'avez pas encore empruntés, des solutions qui n'existent pas encore, des visions qui peuvent devenir réalité si vous osez les admettre. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a découvert, presque par accident, comment accéder au pouvoir créatif de ce laboratoire invisible. Dans une ville portuaire où arrivaient des navires chargés d'épices et de tissus, vivait un médecin nommé Adrian. C'était un homme dévoué, réputé pour sa discipline et la rigueur de sa science. Il passait des journées entières à examiner des manuscrits, à classer des plantes et à analyser des symptômes. Cependant, une énigme le tourmentait. Une maladie inconnue se propageait parmi les habitants de la ville et aucun de ces traitements ne semblait efficace. Adrian était obsédé. Il ne pouvait accepter que ses connaissances durement acquises ne suffisent pas. Il passait des nuits entières sans dormir, entouré de lampes à huile et de piles de notes, à chercher une réponse qui lui échappait toujours. Son corps s'affaiblissait et son esprit s'épuisait. Un matin, au bord de l'effondrement, il décida d'abandonner pour la première fois. Il laissa les lampes éteintes et se laissa tomber dans son lit, sans rien attendre. La fatigue l'envahissant, il pensa désespérément « J'espère que mes rêves m'apporteront les réponses que je ne trouve pas à l'état éveillé. » Ce fut la dernière chose qu'il dit avant de sombrer dans un profond sommeil. Dans ce rêve, il se retrouva à traverser un immense laboratoire, plus grand que tous les bâtiments qu'il avait jamais vus. Il n'y avait ni mur ni plafond, seulement d'interminables tables sur lesquelles s'empilaient des bocaux lumineux, chacun contenant un fragment de son expérience passée. Patients, livres, conversations, découvertes oubliées. Une voix, douce mais ferme, résonna dans l'air. Ici, nous conservons tout ce que vous avez vu, lu et ressenti. Rien ne se perd ici. Tout attend d'être combiné pour créer la formule idéale. Adrian commença à explorer ce lieu fascinant. Ses pas le conduisirent vers un coin où deux bocaux brillaient de mille feux. L'un contenait l'image d'une plante sauvage qu'il avait vue enfant et que sa grand-mère utilisait pour soulager la fièvre. L'autre contenait une note oubliée, extraite d'un ancien traité de médecine, qui parlait d'une substance amère, purifiant le sang. Il n'avait jamais reconstitué ses souvenirs auparavant, mais dans le laboratoire du sommeil, il s'illuminait comme les pièces d'un même puzzle. Poussé par une certitude inexplicable, Adrian prit les deux fioles et les mélangea dans un récipient vide. Le liquide obtenu brillait d'un éclat doré. Puis la voix reprit « Ce que vous créez ici n'est pas une fantaisie. C'est la graine d'une vérité qui attend d'être reconnue dans la vie éveillée. » À son réveil, Adrian sentit une vive brûlure en lui. Il se souvint de chaque détail du rêve, et bien que cela lui parût absurde, il décida d'essayer la combinaison qu'il avait vue. Il prépara une infusion avec la plante sauvage et y ajouta la substance décrite dans l'ancien traité. Avec précaution, il administra le mélange à un patient. À sa grande surprise, les symptômes commencèrent à disparaître. Les jours suivants, il perfectionna la formule et l'appliqua à d'autres patients. Le résultat fut toujours le même, la guérison. Ce que la vie éveillée n'avait pas réussi à découvrir après des mois d'efforts. Le laboratoire secret du sommeil le lui avait révélé en une seule nuit. L'histoire d'Adrian n'est pas exagérée. Dans la vie réelle, d'innombrables découvertes scientifiques, œuvres d'art et solutions sont nées des rêves, des mélodies complètes aux formules mathématiques. Le cerveau endormi n'invente pas de toutes pièces, il relie des fragments épars pour créer de nouvelles configurations. C'est le laboratoire de la créativité, l'espace où l'impossible devient accessible. La psychologie l'explique par l'intégration de la mémoire implicite et explicite, une interaction entre des réseaux neuronaux qui communiquent différemment qu'à l'état de veille. Mais les traditions spirituelles le décrivent de manière plus poétique. Elles disent que dans les rêves, l'esprit entre dans l'atelier où les dieux mélangent couleurs, sons et symboles pour peindre la vie humaine. Le message est clair. Chaque nuit, pendant votre sommeil, votre laboratoire intérieur travaille sans relâche. Mais il y a une différence fondamentale entre le laisser fonctionner au hasard et participer activement à son processus. Adrian a trouvé la réponse parce qu'il est entré dans le rêve avec une intention claire. Il voulait trouver la solution, même s'il ne savait pas comment.
Cette intention a été la clé qui a ouvert la porte du laboratoire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Reconnaissez simplement que le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, mais un espace fertile où vos questions, vos désirs et vos doutes peuvent trouver des réponses. Si vous vous couchez avec une intention claire, plantez cette graine dans votre esprit avant de dormir. Non pas comme un souhait anxieux, mais comme une déclaration confiante. Mon laboratoire intérieur travaille pour moi pendant que je me repose. Le sommeil est un laboratoire secret. Chaque nuit, vous le traversez. La question est, y entrez-vous en observateur distrait ou en alchimiste conscient? La différence ne réside pas dans la nature du rêve, mais dans la façon dont vous choisissez de vous y rapporter. Chapitre 3. Le langage des ombres. Chaque être humain parle deux langages, celui de l'éveil et celui du rêve. Le premier est logique, linéaire, fondé sur des mots, des concepts et des structures. Le second est celui de l'esprit endormi, qui ne s'exprime pas par des phrases rationnelles, mais plutôt par des images, des vibrations, des métaphores et des symboles. C'est un langage beaucoup plus ancien, que votre inconscient comprend parfaitement, même si votre conscient le comprend à peine. Quand vous rêvez, vous ne pensez pas en paragraphes. Votre inconscient parle en scène, une porte qui s'ouvre, une rivière qui déborde, un miroir qui se brise. Chacun de ces éléments est un message codé que votre esprit éveillé ignore souvent, car il ne le comprend pas immédiatement. Pourtant, c'est dans ce langage que réside la clé des transformations les plus profondes. La psychologie moderne le reconnaît. Carl Jung a appelé ce système de symboles le langage de l'inconscient et a expliqué qu'il contient des archétypes universels partagés par toute l'humanité. Les neurosciences, quant à elles, montrent que les zones cérébrales qui traitent les images et les émotions sont plus actives pendant le sommeil que les zones responsables de la logique. Autrement dit, lorsque vous dormez, vous parlez un langage plus émotionnel et intuitif que rationnel. Le problème est que nous persistons à communiquer avec notre inconscient en utilisant un langage inapproprié. Nous répétons des phrases logiques, des listes d'objectifs ou des décrets froids, en espérant qu'ils s'imprègnent profondément. Mais l'esprit endormi ne réagit pas aux calculs, il réagit aux vibrations. Il n'obéit pas à des ordres mentaux, mais plutôt à des images chargées d'émotions et de métaphores. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent frustrés lorsqu'ils tentent des techniques de transformation qui restent lettre morte. L'inconscient sait faire la différence entre un concept appris et une vérité incarnée. Ce qui pénètre véritablement ses profondeurs est ce qui est chargé d'émotions authentiques, ce qui est exprimé avec tout son être. Les anciens le savaient et utilisaient symboles, rituels, chants et silences prolongés. Ils ne cherchaient pas à convaincre l'inconscient par la logique. Ils le séduisaient par la vibration. Ils comprenaient que parler à l'esprit endormi, c'est comme dialoguer avec l'océan. On ne lui commande pas, on chante pour lui. Pour illustrer ce mystère, je veux vous raconter l'histoire d'une femme qui a découvert par hasard comment fonctionne ce langage secret. Dans un monastère caché au milieu de montagnes rocheuses et de nuages éternels vivait une jeune femme nommée Amara. Elle était la gardienne des lampes de nuit, chargée d'entretenir le feu sacré qui éclairait les couloirs à minuit. Sa tâche semblait simple, mais une question la consumait. Comment communiquer avec le divin, au-delà des prières apprises par cœur? Chaque nuit, pendant que les moines dormaient, Amara parcourait les couloirs en murmurant des prières. Pourtant, elle sentait ses paroles s'évanouir comme de la fumée. Elle les répétait avec discipline, mais au fond d'elle-même, quelque chose lui disait qu'elle n'arrivait à rien. C'était comme parler à un ciel vide. Par une nuit d'orage, alors qu'il entretenait le feu, il se réfugia dans la salle des chants interdits. Il y trouva d'anciens manuscrits couverts de poussière. Parmi eux, l'un d'eux était écrit dans une langue inconnue. Il n'en comprenait aucun mot, mais en observant les symboles, quelque chose vibra en lui. C'étaient des figures simples, des cercles, des spirales, des lignes ondulées. Bien que son esprit ne parvienne pas à les traduire, son cœur les sentait chargés de sens. Guidée par son intuition, elle commença à copier les symboles avec sa propre voix. Ce n'étaient pas des mots, mais des sons gutturaux, des vibrations qui émergeaient comme un étrange chant. En les prononçant, elle sentit l'air du monastère bouger différemment.
Le feu des lampes semblait danser au rythme de sa voix. Pour la première fois de sa vie, Amara eut la sensation que quelqu'un ou quelque chose répondait à l'autre bout du fil. Cette nuit-là, il rêva d'une silhouette lumineuse qui lui parlait sans bouger les lèvres. Les ombres ne comprennent pas ton langage savant, mais elles reconnaissent ta vibration authentique. L'âme n'écoute pas la grammaire, elle écoute la fréquence. À son réveil, Amara comprit le secret. L'inconscient, ce vaste océan intérieur, n'est pas mu par des mots mécaniques. Il a besoin d'images, de sons, de gestes et d'émotions vivantes. Elle décida de changer sa pratique. Au lieu de répéter des prières froides, elle commença à chanter intérieurement, laissant chaque mot émerger comme un battement de cœur. Elle ajouta des images. Elle s'imagina entourée de lumière, vit des symboles briller dans son esprit, ressentit l'émotion comme un courant électrique dans son corps. L'effet fut immédiat. Non seulement elle changea, mais l'atmosphère du monastère aussi. Les moines commencèrent à faire des rêves révélateurs. Certains se réveillèrent avec des visions de clarté, d'autres avec des solutions à d'anciens problèmes. Tout commença avec la découverte d'Amara. Le véritable langage de l'inconscient est symbolique et vibratoire. L'histoire d'Amara est aussi la nôtre. Nous portons tous en nous ce monastère silencieux où nos mots semblent se perdre. Si nous répétons des affirmations comme des machines, l'esprit endormi les ignore. Mais si nous y ajoutons émotion, imagerie et vibration, quelque chose change au fondement même de notre conscience. La psychologie le confirme, l'inconscient réagit plus intensément aux stimuli multisensoriels et émotionnels qu'aux phrases abstraites. Une image puissante, chargée d'émotions, reste plus durable que 1000 répétitions creuses. C'est pourquoi les souvenirs les plus intenses de votre vie ne sont pas les plus logiques, mais les plus chargés d'émotions. Parler le langage des ombres, c'est oser utiliser des symboles dans sa communication nocturne. Si vous souhaitez exprimer une affirmation, ne vous contentez pas de mots. Accompagnez-la d'une image claire dans votre esprit, de l'émotion correspondante dans votre corps et d'une vibration certaine dans votre respiration. L'inconscient n'a pas besoin de traduction. Il comprend parfaitement ce langage. Amara a découvert que la vibration est plus forte que la grammaire, et vous pouvez le découvrir aussi. Chaque nuit, en entrant dans le sommeil, ne répétez pas les mots comme quelqu'un qui récite un manuel. Laissez vos déclarations émerger des profondeurs de votre être, tels des symboles vivants qui traversent le mur du rationnel et atteignent l'océan de l'inconscient. Le langage des ombres est une attente. Il n'exige ni perfection ni formule compliquée. Il exige seulement de l'authenticité. La question n'est pas ce que vous dites avant de dormir, mais d'où vous le dites. Car si vous parlez depuis la surface, le message s'estompe. Mais si vous parlez depuis la vibration de votre vérité, l'inconscient écoute, comprend et obéit. Chapitre 4. Le pouvoir du « Je suis ». 2 mots accompagnent l'humanité depuis la nuit des temps. Je suis. Ils peuvent paraître simples, insignifiants, mais ils recèlent un pouvoir que peu osent affronter. Chaque fois que vous les prononcez, votre inconscient les reçoit comme un décret absolu, comme un ordre gravé au plus profond de votre être. La psychologie l'a clairement démontré, l'identité est au cœur de tout comportement. On ne fait pas ce qu'on fait par hasard. On le fait parce que cela reflète la façon dont on se définit. Si vous répétez constamment « je suis maladroit », votre inconscient organise vos actions pour confirmer cette affirmation. Si vous affirmez « je suis capable », votre corps, vos émotions et vos décisions s'alignent sur cette conviction. Le « je suis » est le moule dans lequel se déverse l'énergie de votre vie. Les neurosciences montrent que les affirmations identitaires ont un impact bien plus fort sur le cerveau que les affirmations externes. Dire « je veux réussir » génère moins d'activation dans les zones motivationnelles que dire « je réussis ». Le premier est un désir, le second, une identité. Et l'inconscient s'efforce toujours de défendre et de confirmer l'identité. Les traditions spirituelles l'ont compris avant même tout laboratoire. Elles disaient que « je suis » est le nom secret du divin en vous. Ce n'est pas une simple affirmation. C'est un rappel que chaque être humain a le pouvoir d'invoquer ce qu'il souhaite incarner. Le prononcer sans conscience revient à en gaspiller le pouvoir. Le prononcer intentionnellement, c'est allumer un feu qui transforme la réalité. La différence entre répéter des mots et activer le pouvoir du « je suis » réside dans la conviction.
l'inconscient distingue un murmure mécanique d'une déclaration incarnée. C'est pourquoi, chaque nuit, au seuil du sommeil, ces deux mots deviennent des graines sacrées. On sème ce qu'on dit après eux. Pour comprendre comment ce pouvoir peut transformer une vie, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un marchand qui l'a découvert dans un moment de désespoir. Dans la ville au marché sans fin où les couleurs des tissus et les parfums des épices emplissaient l'air, vivait un homme nommé Saül. Sa famille était connue depuis des générations comme marchand de soie, mais avec le temps, cette richesse avait disparu. L'étal, autrefois débordant de couleurs vives, était désormais presque vide. Saül passait ses journées à regarder les clients s'arrêter devant les autres stands, ignorant le sien. Il se sentait invisible, vaincu. Chaque soir, il rentrait chez lui les poches vides et le cœur lourd de questions. Pourquoi ma vie est-elle devenue si stérile? Pourquoi tout m'abandonne-t-il? Secrètement, il se mit à répéter des phrases dures dans sa tête. Je suis un raté, je suis oublié, je suis invisible. Il ignorait que ces mots étaient des décrets auxquels son inconscient obéissait fidèlement. Il ignorait qu'en prononçant « je suis » suivi de « manque », il alimentait le cycle même qui l'emprisonnait. Une nuit épuisé, Saül monta sur le toit avec le dernier morceau de tissu qui lui restait. Il l'étendit sous les étoiles, comme s'il cherchait du réconfort dans le ciel. Là, à moitié endormi, il entendit la voix d'une vieille femme apparaître, incapable d'expliquer d'où elle venait. Ses cheveux argentés brillaient comme la lune, et ses yeux semblaient renfermer des siècles de sagesse. Elle caressa le tissu et dit « Vos soies pleurent », car elles se souviennent du moment où vous leur avez parlé avec puissance. Vous avez oublié le langage du « je suis ». Chaque nuit, vous prononcez votre destin et l'univers obéit. Et si vous disiez la vérité? Et si, au lieu de répéter votre défaite, vous vous souveniez de votre héritage d'abondance? Saül, incrédule, demanda « Comment pourrais-je faire cela, puisque tout ce que je vois, c'est le vide ?» La vieille femme répondit fermement « Ne parlez pas de ce que vous voyez, parlez de ce que vous souhaitez incarner. Le « je suis » ne décrit pas, il crée. Pendant votre sommeil, votre esprit se transforme en soie réceptive. Murmurez-lui des mots de vie et vous verrez comment votre monde se transforme. Cette nuit-là, Saül obéit, même s'il se sentait ridicule. Il ferma les yeux, posa une main sur le tissu et murmura « Je suis dans l'abondance, je suis prospère, je suis béni. » Au début, sa voix tremblait, comme s'il parlait de quelque chose d'impossible, mais il répéta ces mots jusqu'à s'endormir, les lèvres pleines. Les jours suivants, quelque chose commença à changer. Ce n'était pas une magie immédiate, mais des mouvements subtils. Un ancien client revenait d'un pays lointain. Un associé oublié depuis longtemps le recherchait pour lui proposer une nouvelle affaire. Chaque soir, Saül répétait ses promesses et chaque jour, les opportunités se multipliaient. En moins d'un an, son stand devint le plus fréquenté du marché. Mais le plus important n'était pas la richesse qu'il avait recouvrée, mais sa découverte intérieure. Il réalisa que son esprit endormi était comme la soie qu'il vendait, capable d'absorber n'importe quelle couleur imprimée dessus. Et les mots « je suis » étaient les teintures qui décidaient de son destin. L'histoire de Saül révèle un principe universel. Ce que vous déclarez après « je suis » devient la trame de votre vie. La psychologie le décrit comme le pouvoir de l'image de soi, la spiritualité comme la magie de la parole créatrice. Tous deux s'accordent à dire que ce n'est pas un jeu innocent. Chaque affirmation a des conséquences. Votre inconscient ne fait pas la distinction entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Il n'entend que ce que vous déclarez. Par conséquent, si vous répétez chaque soir « je suis fatigué, je suis inutile, je suis limité », vous semez les graines du manque. Mais si, même au cœur des difficultés, vous choisissez de semer « je suis la force, je suis la clarté, je suis l'abondance », le laboratoire de votre esprit œuvrera silencieusement à manifester cette vérité. La clé réside dans la répétition consciente, accompagnée d'une émotion authentique. Il ne suffit pas de le dire, il faut le ressentir. L'inconscient réagit aux vibrations, pas seulement aux mots. Lorsque vous parvenez à aligner ce que vous dites avec ce que vous ressentez et l'image que vous avez, vous activez le pouvoir créateur du « je suis ».
Chaque soir, vous avez cette opportunité. Peu importe votre fatigue ou le chaos de votre vie, il suffit de quelques instants avant de vous endormir. Lorsque vous franchissez le seuil du sommeil pour planter la graine. C'est à ce moment-là que le « je suis » résonne le plus profondément, car l'ego est réduit au silence et l'esprit endormi écoute avec une attention absolue. Le pouvoir du « je suis » n'est pas une théorie, c'est l'identité en action. C'est la différence entre vivre en victime des circonstances ou en créateur conscient de son destin. Alors posez-vous la question, que déclarez-vous chaque soir au seuil du sommeil ? Quelle réalité tissez-vous avec ces deux mots qui résument votre destinée? Chapitre 5. La science de l'intention. Dans la vie, tout commence par une intention. Avant qu'une graine ne germe, il y a la décision invisible de pousser. Avant qu'un pont ne soit construit sur une rivière, quelqu'un a eu la vision d'unir deux rives. Avant qu'un mot ne soit prononcé, il y a l'impulsion silencieuse de communiquer. L'intention est la racine invisible de toute création. La plupart des gens, cependant, traversent la vie sans avoir conscience de leur pouvoir. Ils croient que les choses arrivent par hasard ou dépendent uniquement de la chance. Ils ne soupçonnent pas qu'à chaque instant, leurs pensées chargées d'émotions envoient des ordres invisibles à l'inconscient, façonnant leur perception de la réalité et, par conséquent, les possibilités qu'ils attirent ou rejettent. La psychologie explique cela par le biais attentionnel. Lorsque vous avez une intention claire, votre cerveau filtre l'information en conséquence. C'est comme programmer un radar interne qui vous fait remarquer des opportunités que vous ignoriez auparavant. Les neurosciences confirment que lorsque vous vous fixez un objectif ou une déclaration intérieure, le cortex préfrontal active des circuits qui réorganisent la perception et la mémoire pour s'aligner sur cette direction. Autrement dit, ce que vous décidez de chercher finit par vous trouver. Les traditions spirituelles ont décrit cela en termes plus poétiques. L'intention est une flèche tirée au cœur de l'univers, et tout ce qui vibre en harmonie avec elle répond. La différence entre désir et intention est fondamentale. Le désir est une aspiration qui reste généralement superficielle. L'intention, quant à elle, est une décision profonde qui engage tout votre être. Le désir dit « je souhaite ». L'intention dit « que cela soit ». Le sommeil est le terrain idéal pour travailler avec l'intention. Le jour, votre esprit conscient est envahi de distractions, de doutes et de contradictions. Mais la nuit, lorsque l'ego se dissout et que l'inconscient prend le dessus, l'intention s'imprime comme un feu sur l'argile fraîche de l'esprit endormi. C'est pourquoi tant de cultures pratiquaient des rituels avant le coucher, prières, affirmations, visualisations. Il ne s'agissait pas de superstitions creuses, mais de moyens de semer l'intention dans le terreau le plus fertile qui soit. Pour comprendre comment l'intention peut transformer même l'impossible, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui a découvert son pouvoir dans des circonstances extrêmes. Dans une vallée montagneuse où les hivers étaient longs et où la terre produisait à peine de quoi survivre, vivait un jeune homme nommé Dario. Depuis son enfance, il avait vu sa famille lutter contre la pénurie. Chaque récolte était un défi et chaque année semblait plus difficile que la précédente. Nombre de villageois se résignaient à la pauvreté. Dario, cependant, ne parvenait pas à se calmer. Au fond de lui, une étincelle de rébellion brûlait. Il ne comprenait ni la science ni la philosophie, mais il savait qu'il devait vivre autrement. Une nuit, alors que le vent soufflait par les fenêtres de sa cabane, il s'assit devant le feu et, les larmes aux yeux, déclara « Je n'hériterai pas de la résignation. Je suis l'abondance. Même si je ne la vois pas encore, ma vie sera différente. » Cette nuit-là, il rêva qu'il traversait un champ aride. Le sol était dur, comme s'il avait oublié comment porter des fruits. Mais lorsqu'il leva les yeux, il vit une vieille femme assise sous un arbre desséché. Ses yeux brillaient comme des charbons ardents. Elle lui dit « La terre répond à l'intention du semeur. Semez avec doute et vous récolterez la disette. Semez avec conviction et la terre vous obéira. » Darius prit une poignée de graines qu'il tenait dans ses mains et d'un geste de foi les jeta sur la terre craquelée. Ce faisant, il dit à voix haute « Je suis l'abondance, je suis la moisson. » En un instant, le champ commença à se transformer. Des tiges vertes germèrent et poussèrent rapidement, se transformant en champs dorés qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. À son réveil,
Dario sentit un feu brûler en lui. Contrairement à d'autres rêves, celui-ci ne l'abandonna pas avec l'aube naissante. C'était comme si une certitude était gravée dans ses os. Il décida d'agir selon cette nouvelle conviction. Au lieu de semer négligemment, il travailla la terre avec dévouement, imaginant à chaque mouvement le champ fertile de sa vision. Il partagea son intention avec sa famille, les inspirant à croire en une nouvelle possibilité. Les premières pousses mirent du temps à apparaître, mais elles étaient plus vigoureuses que d'habitude. Au fil du temps, sa récolte dépassa toutes les précédentes. Les voisins furent stupéfaits et commencèrent à imiter ses méthodes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la véritable différence ne résidait pas dans la technique, mais dans l'intention avec laquelle Dario avait planté. Au fil des ans, cette vallée, autrefois marquée par la résignation, s'est transformée en une terre prospère. Et dans le cœur de Dario demeurait la certitude de ce qu'il avait appris dans son rêve. L'intention est la force qui transforme une terre aride en un jardin fertile. L'histoire de Dario renferme une vérité profonde. L'inconscient réagit à l'intention, comme la terre réagit à une graine. La différence entre ceux qui parviennent à transformer leur vie et ceux qui restent prisonniers de la répétition ne réside pas dans le hasard, mais dans la clarté et la fermeté de leur intention. La psychologie le confirme. Ceux qui ont une intention claire expérimentent un phénomène appelé attention sélective. Ils commencent inconsciemment à percevoir des ressources, des idées et des personnes qui soutiennent leur objectif. C'est comme si une porte invisible s'ouvrait en eux. Ce qui était auparavant passé inaperçu devient un signal. Mais la spiritualité ajoute quelque chose d'essentiel. L'intention non seulement organise votre perception, mais elle met aussi en mouvement des forces supérieures à vous-même. C'est comme jouer une note dans une symphonie cosmique. Tout ce qui vibre à la même fréquence réagit. Ainsi, planter une intention avant de dormir, c'est comme écrire une partition dans l'air. L'univers écoute et répond en silence. La clé est de faire la différence entre désir et intention. Le désir est souvent teinté de doute. Je veux, mais je ne sais pas si je peux. L'intention est une pure décision. Je le suis, même si je ne le vois pas encore. Une intention authentique ne dépend pas de preuves extérieures. C'est une déclaration qui ordonne à votre esprit et à l'univers de s'aligner sur elle. Chaque soir, en vous endormant, vous avez l'occasion de planter cette flèche invisible. Nul besoin de rituels compliqués ni de formules rigides. Calmez simplement votre esprit, ressentez clairement ce que vous choisissez d'incarner et déclarez-le comme une vérité présente. Ne dites pas « je veux l'abondance ». Déclarez « je suis l'abondance ». Ne dites pas « j'aimerais être en bonne santé ». Déclarez « je suis la santé ». Et dormez en ayant confiance que votre laboratoire intérieur travaillera à donner forme à cette intention. La science de l'intention n'est pas un mystère caché, c'est l'union de la psychologie, des neurosciences et de la spiritualité. C'est reconnaître que vos pensées ne sont pas que du bruit, mais des flèches pointant vers des destinations possibles. Et que chaque nuit, en franchissant le seuil du sommeil, vous tenez entre vos mains l'arc le plus puissant. Alors demandez-vous, quelle flèche décochez-vous chaque nuit? Où dirigez-vous la science de votre intention? La réponse réside dans vos mots, vos images et vos émotions. L'inconscient écoute avec une attention absolue, attendant vos ordres. L'intention est la graine, le rêve est le sol, et la vie est la récolte. Ce que vous semez avec conviction dans l'obscurité fleurit avec force à l'aube. Chapitre 6. Le temps malléable. Le temps semble être la chaîne la plus rigide de l'existence. Nous le mesurons avec des horloges, le fragmentons en minutes et en heures, le traitons comme un fleuve qui coule dans une seule direction. Pourtant, lorsque vous fermez les yeux et vous endormez, cette chaîne se brise. La nuit, le temps se transforme en argile. Il s'étire, se contracte, se fragmente, se multiplie. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller après un rêve qui vous a semblé durer une éternité pour découvrir que seulement quelques minutes s'étaient écoulées? Ou de fermer les yeux et en un instant de vous retrouver au matin, comme si les heures s'étaient envolées? Ces expériences nous montrent que le temps n'est pas aussi solide qu'on le croit, mais plutôt une perception façonnée par la conscience.
Les neurosciences le confirment. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau traite l'information beaucoup plus rapidement qu'à l'état de veille. Ce qui nécessiterait des semaines de réflexion à l'état éveillé peut être résolu en quelques minutes dans les rêves. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, artistes, scientifiques et visionnaires ont reçu en rêve des idées qui semblaient condenser des années de travail en un instant de révélation. Les traditions spirituelles en parlaient autrement. Elles disaient que, dans le sommeil, on entre dans le temps de l'âme, où passé, présent et futur coexistent, comme les pages ouvertes d'un même livre. Dans cet espace, on peut lire ce qui n'est pas encore arrivé, ou réécrire ce qui semblait immuable. Le temps cesse d'être un tyran et devient matière malléable, disponible à notre intention. Comprendre la malléabilité du temps dans les rêves modifie notre perception du temps à l'état d'éveil. Car si la nuit nous parvenons à condenser apprentissage et vision en secondes, le jour nous permet également de nous libérer de l'obsession de l'horloge et de nous ouvrir à la possibilité que le temps soit plus flexible qu'on ne le pense. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un peintre qui a découvert, à travers ses rêves, qu'une seule nuit pouvait contenir des années de création. Il s'appelait Raphaël et vivait dans un petit village côtier où la mer s'écrasait contre les rochers avec la force des siècles. C'était un peintre passionné, mais il était frustré. Ses journées étaient remplies de commandes insignifiantes qui lui laissaient peu de temps pour son art véritable. Les fresques murales qu'il peignait dans les maisons du village lui payaient sa vie, mais elles éteignaient peu à peu sa flamme intérieure. Raphaël rêvait de créer une œuvre qui exprime l'âme de son peuple, une œuvre qui transcende le temps. Mais il répétait toujours la même excuse. « Je n'ai pas assez d'heures. Le jour me file entre les doigts. » Cette phrase le poursuivait chaque nuit comme une malédiction. Un matin, après avoir travaillé sans relâche, il s'endormit devant une toile vierge. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dans son rêve, il se retrouva dans un immense atelier, illuminé par une lumière dorée qui ne semblait provenir d'aucune lampe. L'air vibrait d'un silence créatif. Devant lui se trouvaient des dizaines de toiles, et ses mains se mirent à bouger avec une rapidité étonnante. Il peignait sans effort, comme si chaque trait était déjà gravé dans sa mémoire. Visages, paysages, scènes entières apparaissaient avec une clarté parfaite. Ce qui lui aurait pris des semaines éveillées se déroulait en quelques minutes dans ce rêve. La sensation était celle d'une liberté absolue. Le temps s'étendait et se contractait au gré des besoins de son esprit. Raphaël a travaillé pendant ce qui lui a semblé des années. Il a créé des galeries entières d'œuvres, exploré différents styles et capturé des émotions qu'il n'avait jamais pu exprimer auparavant. Chaque tableau semblait jaillir d'une source inépuisable d'inspiration. Finalement, épuisé mais comblé, il s'assit devant le dernier tableau, une fresque gigantesque où l'histoire de son peuple était représentée comme un fleuve de couleurs unissant les générations. Une voix résonna dans l'air. « Le temps n'est pas ton ennemi, il est ton argile. Ce que tu crées ici peut s'épanouir dans l'éveil. » Raphaël se réveilla en sursaut. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. Il courut à son atelier et, sans réfléchir, se mit à peindre. À sa grande surprise, ses mains reproduisirent avec aisance ce qu'il avait vu en rêve. En quelques jours seulement, il réalisa la fresque dont il rêvait depuis une éternité. Toute la ville fut émue par l'œuvre. On disait que ce n'était pas une simple fresque, mais un miroir dans lequel chacun se reconnaissait. Raphaël avait découvert qu'une seule nuit pouvait contenir une éternité, et que le temps n'était pas une excuse, mais un outil. L'histoire de Raphaël nous enseigne une leçon profonde. Le temps dans les rêves est éloquent, car il révèle ce que nous préférons ignorer pendant la veille. Notre relation au temps dépend de la façon dont nous le percevons. Quand nous pensons ne pas en avoir assez, nous vivons enchaînés à l'horloge. Mais quand nous comprenons que le temps est malléable, un espace d'abondance s'ouvre où tout est possible. La psychologie moderne évoque ce phénomène en termes de perception subjective du temps. Dans les états de flow, par exemple, nous avons l'impression que le temps s'écoule, car nous sommes tellement absorbés par ce que nous faisons que notre cerveau cesse de le mesurer normalement. Pendant le sommeil, ce phénomène est amplifié. L'inconscient traite les expériences à une telle vitesse
que la perception du temps est complètement déformée. Les traditions spirituelles le formulent autrement. Dans un rêve, on boit à la rivière où le passé et le futur se rencontrent. Et si cela peut paraître poétique, en pratique, cela signifie que vous pouvez planter des intentions dans cet espace et laisser votre esprit les exploiter sans les contraintes d'un calendrier. Imaginez un instant que chaque nuit vous puissiez vivre une année d'apprentissage, de pratique et de création. Imaginez que votre inconscient devienne une académie nocturne où vous répétez, explorez et expérimentez. Peu importe que quelques heures seulement se soient écoulées à votre réveil, ce que vous avez vécu dans le rêve devient une expérience réelle, car le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vécu physiquement et ce qui est intensément imaginé. Raphaël a découvert que le temps est un outil, pas une barrière. Et vous pouvez le découvrir aussi. Chaque fois que vous dites « je n'ai pas le temps », rappelez-vous qu'en une seule nuit, votre esprit peut travailler plus vite que des semaines d'efforts conscients. Le sommeil est un don qui multiplie les heures et fait du temps la matière la plus docile de l'univers. Le temps malléable ne signifie pas ignorer la réalité des horloges, mais plutôt reconnaître que votre conscience a plus de pouvoir sur votre perception du temps que vous ne le pensez. Fixez-vous des intentions avant de dormir. Franchissez le seuil avec confiance et laissez votre inconscient condenser apprentissage et création dans cet espace où le temps n'obéit pas aux lois humaines. Le temps est comme de l'argile. Chaque nuit, vous êtes le potier. La question est, quelle forme façonnez-vous dans l'atelier secret de vos rêves? Chapitre 7. Le langage du silence. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Le bourdonnement constant de la ville, les notifications qui perturbent le calme, les voix extérieures qui dictent notre façon de penser, de ressentir et de vivre. Sans nous en rendre compte, nous nous habituons au bruit comme à la norme et au silence comme à une étrangeté inconfortable. Pourtant, dans le monde du sommeil, c'est l'inverse qui se produit. Le silence devient le véritable langage de la transformation. La science a découvert que pendant le sommeil profond, en particulier pendant le sommeil non paradoxal, le cerveau entre dans des schémas d'ondes lentes qui permettent la restauration, la consolidation de la mémoire et le nettoyage des toxines. C'est un état neurologiquement silencieux. Moins de stimuli externes, moins de bruit cognitif, plus d'espace pour la réparation. Le silence est, littéralement, un remède pour l'esprit. Les traditions spirituelles l'ont toujours perçu. Elles disent que le silence est le langage de l'éternel, le son par lequel le divin s'exprime. Dans cet espace sans mots, les vérités les plus profondes se transmettent sans besoin d'explication. C'est là que l'âme comprend ce que l'esprit éveillé ne pourrait jamais traduire. Mais la plupart d'entre nous craignent le silence. Nous le remplissons de mots, de distractions et de pensées répétitives. Nous ne supportons pas d'être seuls avec nous-mêmes. Et pourtant, dans le sommeil, nous finissons tous par nous abandonner au silence, ne serait-ce que pour quelques heures. Curieusement, ce silence nocturne n'est pas vide. Il est fertile. Il contient la vibration pure de qui nous sommes au-delà du bruit. Apprendre à écouter ce langage est un art. Car dans le silence, l'inconscient travaille sans résistance. Là, nul besoin de crier des intentions ni de répéter des phrases interminables. Il suffit de retenir une image claire et de laisser le silence l'amplifier. C'est comme jeter une graine dans une vallée où l'écho la multiplie à l'infini. Pour illustrer ce mystère, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un groupe de moines qui ont découvert dans le silence une porte vers le pouvoir créatif le plus profond. Dans un monastère caché dans les montagnes enneigées, vivaient des moines connus, non pour leurs paroles, mais pour leur silence. Leur pratique ne consistait pas en de longues prières ou des chants élaborés, mais plutôt à cultiver un silence absolu pendant la nuit. Parmi eux se trouvait un jeune novice nommé Kiran, d'un naturel agité. Le silence lui était insupportable. Chaque fois que les moines se réunissaient au coucher du soleil, assis en cercle sous la faible lumière des lampes, Kiran se tordait intérieurement. Son esprit était envahi de pensées chaotiques, listes de choses à faire, souvenirs inutiles, angoisses futiles. Un soir, n'en pouvant plus, il interrompit le cercle et demanda au professeur « À quoi sert ce silence? Je n'entends rien, je n'apprends rien. C'est comme perdre mon temps. »
Le maître, un homme âgé au regard serein, répondit calmement « Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'espace où l'univers parle. Mais tant que vous remplirez cet espace de vos bruits intérieurs, vous n'entendrez rien. Apprenez à être calme intérieurement et vous découvrirez que le silence a sa propre voix. » Kiran ne comprit pas immédiatement, mais ce soir-là, en se couchant, elle se souvint des paroles du maître et décida d'essayer. Au lieu de lutter contre ses pensées, elle les laissa passer comme des nuages dans le ciel. Elle ne les suivit pas, ne les repoussa pas. Peu à peu, quelque chose d'étrange se produisit. Le bruit mental commença à s'estomper. Un profond silence s'installa, non seulement dans la pièce, mais en elle. Dans ce silence, Kiran fit un rêve révélateur. Elle se retrouva dans une caverne obscure, éclairée seulement par une lueur lointaine. En avançant, elle découvrit que cette lueur provenait d'une source d'eau cristalline. Il n'y avait ni parole, ni chant, seulement le son de l'eau qui tombait au rythme parfait. Et dans ce simple son, elle comprit mieux que dans tous les livres qu'elle avait lus, le silence n'était pas le vide, mais la plénitude. À son réveil, il ressentit une paix inconnue. Il retourna au cercle des moines et pour la première fois, il ne ressentit plus d'agitation. Il découvrit que dans ce silence partagé, une force invisible unissait leur souffle, leur cœur et leurs âmes. C'était comme si, dans ce silence, chacun parlait un langage unique, sans mots. Au fil des mois, Kiran commença à vivre de profonds changements. Les inquiétudes qui le tourmentaient auparavant se dissipèrent plus rapidement. Son esprit était plus clair, son corps plus léger. Et, plus surprenant encore, lorsqu'il exprimait ses intentions avant de se coucher, il remarqua qu'elles avaient plus de force lorsqu'il les exprimait dans un profond silence que lorsqu'il essayait de les répéter compulsivement. Il avait découvert le secret des moines. Le silence amplifie la vérité. Ce que Kiran a appris est quelque chose que vous pouvez appliquer vous aussi. Dans un monde où tout est bruit, apprendre à écouter le silence est un acte de rébellion et de pouvoir. La science le confirme. Des études montrent que quelques minutes de silence réduisent le stress, équilibrent la tension artérielle et augmentent la plasticité neuronale. Le silence est, littéralement, un remède gratuit et toujours disponible. Mais au-delà de la biologie, le silence est aussi un canal vers l'inconscient. En réduisant les bruits extérieurs et intérieurs, les intentions que vous semez sont mieux perçues dans votre laboratoire nocturne. C'est comme parler dans un théâtre vide. Chaque mot résonne plus fort, chaque image s'imprime avec plus d'intensité. Les traditions spirituelles le savaient. C'est pourquoi elles recommandaient de prier en silence, de méditer dans le calme ou de rester en contemplation avant de dormir. Il ne s'agissait pas d'imposer une technique, mais plutôt d'entrer dans l'état vibratoire où l'inconscient est le plus réceptif. Le langage du silence ne requiert aucun effort. Il exige de la présence. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les pensées, mais plutôt de ne pas se laisser emporter par elles. Laissez le silence émerger comme un lac calme, où tout se reflète clairement. Imaginez comme votre sommeil serait différent si, chaque nuit, au lieu d'être entouré par le bruit du jour, vous preniez quelques minutes pour écouter le silence. Vous pourriez franchir le seuil, l'esprit clair, le cœur ouvert, et vos intentions résonner dans un espace libre de toute interférence. Chaque mot prononcé après « je suis » serait comme une étincelle projetée dans une immense caverne, amplifiée jusqu'à devenir un feu. Le silence n'est pas vide, c'est le langage secret de l'âme, et chaque nuit, pendant votre sommeil, il vous parle patiemment. La question est, êtes-vous prêt à l'écouter? Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 8. Le jardin de l'esprit. Votre esprit est un terreau fertile. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous nourrissez et chaque mot que vous répétez sont des graines que vous semez dans ce jardin invisible. Certaines sont des graines d'espoir et d'abondance, d'autres de peur et de pénurie. En vérité, la terre ne se repose jamais. Elle reçoit et cultive sans cesse. La question n'est pas de savoir si vous semez, mais ce que vous semez. La psychologie l'explique clairement. Les pensées répétitives créent des sillons dans le cerveau
des connexions neuronales qui se renforcent à chaque répétition. C'est le début de la neuroplasticité. Si vous submergez votre attention de pensées négatives chaque jour, votre esprit se transforme en un champ envahi de mauvaises herbes. Si, au contraire, vous nourrissez des pensées de confiance, de gratitude et de sens, votre cerveau s'organise en conséquence et s'ouvre à de nouvelles possibilités. La spiritualité le dit autrement, ce que vous pensez grandit. Chaque image que vous entretenez est un décret. Chaque émotion est une eau qui nourrit ou empoisonne. Le jardin de l'esprit ne fait pas de distinction entre les graines. Il multiplie simplement ce qu'il reçoit. C'est pourquoi tant de traditions ont insisté sur la vigilance intérieure, sur l'apprentissage de l'observation de ce que nous semons en nous. La nuit et le sommeil sont des moments sacrés pour ce travail. Le jour, les stimuli extérieurs envahissent l'esprit de pensée, de distraction et d'obligations étrangères. Mais la nuit, lorsque la conscience extérieure s'estompe, le jardin intérieur s'ouvre à ce que vous choisissez de semer. Cet instant avant le sommeil est comme une porte vers le sol le plus fertile. Tout ce que vous y planterez sera cultivé en silence pendant des heures. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui a appris, à travers un rêve, à prendre soin avec dévouement du jardin de son esprit. Elle s'appelait Liora, et sa vie ressemblait à un champ abandonné. Elle avait subi des pertes, des trahisons et des échecs qui la convainquaient que rien de bon ne pouvait naître de son existence. Chaque matin au réveil, la première chose qu'elle faisait était de se répéter « Je suis le malheur, je suis la ruine ». Ces mots étaient les graines invisibles qu'elle semait chaque jour sans s'en rendre compte. Une nuit, après s'être endormie en pleurant, elle rêva qu'elle traversait un jardin désolé. Le sol était desséché, les fleurs fanées et les branches tordues. L'air sentait l'abandon. Liora ressentit une profonde douleur en réalisant que ce jardin n'était autre que son propre esprit. Soudain, une vieille femme vêtue de blanc apparut, portant un panier rempli de graines lumineuses. La femme lui en tendit une et dit « Ce jardin n'est pas mort, il attend juste que tu en prennes soin. Chaque pensée est une graine. Que veux-tu planter ?» Liora prit la graine dans ses mains. Elle comprit aussitôt qu'elle ne pouvait plus nourrir les mauvaises herbes avec ses pensées de défaite. Elle décida de planter la graine dans la terre sèche et dit « Je suis l'espoir ». Au même instant, une pousse verte émergea du sol, poussant avec une force qui la surprit. Encouragée, elle planta une autre graine et dit « Je suis la vie ». Un jeune arbre poussa, couvert de feuilles fraîches. Puis une autre graine « Je suis l'abondance ». Et le sol répondit par des fleurs dorées qui emplirent l'air de leur parfum. La vieille femme sourit et dit « Chaque mot que tu prononces est de l'eau. Chaque image que tu portes est un rayon de soleil. Chaque émotion que tu choisis est le terreau qui te nourrit. Ton jardin répondra toujours, car ton esprit ne se repose jamais. Rappelle-toi ceci. Tu ne peux pas éviter de semer, mais tu peux choisir les graines que tu conserves dans ton panier. » À son réveil, Liora sentit que quelque chose avait changé. Au cours de la journée, au lieu de répéter ces phrases fatales, elle commença à semer de nouveaux mots. Au début, ce fut difficile, car les vieilles graines de la peur germaient encore. Mais avec patience et discipline, son jardin intérieur commença à se transformer. Son moral s'améliora, ses décisions devinrent plus claires et, petit à petit, sa vie extérieure reflétait l'attention qu'elle avait appris à porter à son monde intérieur. L'histoire de Liora est celle de chacun. Nous possédons tous un jardin intérieur qui reflète la qualité de nos graines. L'inconscient n'est pas sélectif. Il ne juge ni ne discrimine. Il sème le doute et la confiance, la peur et la foi avec la même force. C'est pourquoi le moment précédant le coucher est si crucial. C'est là que vous décidez quelles graines confier à votre jardinier intérieur pour qu'il travaille dans l'obscurité de la nuit. La science le confirme. Des études en neurosciences montrent que les pensées répétées avant de se coucher sont celles qui s'ancrent le plus facilement dans la mémoire émotionnelle. C'est comme si le cerveau disait « c'est important, je vais le garder ». Vous rendez-vous compte de la puissance de ce sentiment ? Si vous insufflez chaque soir des intentions de paix, de gratitude ou d'abondance, votre cerveau les cultivera silencieusement et les intégrera à votre identité. Mais si au contraire vous vous endormez avec des soucis, des plaintes et des ressentiments, ces graines germeront également.
Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais plutôt de décider consciemment quoi planter dans votre jardin lorsque le sol est le plus fertile. Les traditions spirituelles le savaient, c'est pourquoi elles recommandaient des prières nocturnes, des affirmations avant de dormir ou des visualisations de paysages sacrés. Ce n'étaient pas des superstitions, mais des pratiques de jardinage mental. L'âme comprenait que la nuit est la saison idéale pour semer et que chaque aube reflète ce que nous plantons dans l'obscurité. Et si, au lieu de laisser vos pensées devenir des mauvaises herbes, vous les choisissiez comme des graines précieuses? Et si, chaque soir avant de vous coucher, vous plantiez 3 mots sacrés comme « Je suis la paix »,« Je suis la clarté »,« Je suis l'amour ». Votre jardin intérieur se transformerait, et avec lui, tout ce que vous vivrez au réveil. Le jardin de l'esprit n'est pas seulement un lieu symbolique, il est réel. Ce que vous pensez aujourd'hui se transforme en vos décisions de demain. Ce que vous semez dans votre subconscient devient le paysage de votre vie. Vous êtes un jardinier, même sans le savoir. La question est, êtes-vous un jardinier distrait qui laisse pousser les mauvaises herbes ou un soignant conscient qui sème avec amour? Le moment de décider n'est pas demain, ni dans un mois. C'est chaque soir, lorsque vous fermez les yeux et confiez les graines de votre avenir à votre esprit endormi. N'oubliez pas, l'esprit ne se repose jamais. Il cultive sans cesse. C'est vous qui choisissez la récolte que vous souhaitez. Chapitre 9. Le miroir des rêves. Chaque nuit, en fermant les yeux, vous entrez dans un royaume où rien n'est caché. Là, dans le royaume des rêves, votre inconscient vous tend un immense miroir et vous montre des reflets que vous éludez ou ignorez pendant la journée. Parfois, ce miroir révèle des désirs cachés, d'autres fois des peurs profondes, et parfois, il reflète des possibilités que vous n'osez pas encore imaginer. La science le décrit comme un processus d'intégration. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau organise les souvenirs, traite les émotions et imagine des scénarios possibles. C'est comme si l'esprit disait « Regarde ceci, comprends cela, ose affronter ce que tu caches ». C'est pourquoi les rêves sont souvent étranges. Ce sont des fragments de votre vie mêlés à des symboles qui expriment ce que votre esprit conscient ne peut exprimer avec des mots. La spiritualité, quant à elle, a compris depuis des siècles que les rêves sont le miroir de l'âme. Ils ne révèlent pas ce que vous voyez déjà pendant la journée, mais plutôt ce que votre moi intérieur veut vous enseigner. Chaque symbole, chaque scène, chaque personnage est le reflet d'une part de vous-même qui cherche à s'exprimer. Les rêves ne sont pas un spectacle étranger, ils vous parlent à vous-même dans un langage symbolique. L'erreur la plus courante est de négliger ces messages ou de les prendre au pied de la lettre. Rêver de perdre une dent ne signifie pas nécessairement que vous la perdrez réellement. Votre subconscient essaie plutôt de vous parler de perte, de transition et de la peur de la fragilité. Interpréter un rêve ne consiste pas à trouver une recette universelle, mais plutôt à apprendre à le considérer comme un miroir personnel. Et comme tout miroir, les rêves ne vous donnent pas ce que vous voulez voir, mais ce que vous devez affronter. C'est parfois inconfortable, voire terrifiant. Mais si vous avez le courage de le regarder en face, vous découvrirez que chaque reflet recèle un cadeau. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un voyageur qui a découvert un miroir dans ses rêves, qui l'a forcé à affronter ce qu'il craignait le plus. Il s'appelait Elias, un homme agité qui avait voyagé dans des contrées lointaines en quête de sagesse. Il avait étudié auprès de philosophes, écouté des chamans et lu d'innombrables livres. Cependant, au plus profond de lui-même, il ressentait un vide qu'aucun enseignement ne pouvait combler. Une nuit, après avoir marché pendant des jours dans le désert, il s'endormit sous un ciel étoilé. Dans son rêve, un immense miroir de verre scintillant apparut devant lui au milieu des dunes. Il s'en approcha, intrigué, et en le regardant, il vit se refléter non pas son image actuelle, mais différentes versions de lui-même. Dans un reflet, il se voyait comme un enfant effrayé, incapable de parler, caché derrière une ombre. Dans un autre, il se voyait comme un vieil homme fatigué, le regard terne de résignation. Dans un troisième, il se voyait comme un homme arrogant qui dominait durement les autres. Chaque reflet le perturbait car il révélait des facettes de lui-même qu'il refusait d'admettre. Élie tenta de s'éloigner, mais le miroir le suivit, flottant sur le sable comme s'il le poursuivait. Puis il entendit une voix qui disait «
Tu ne peux pas t'échapper. Chaque reflet est une part de ton âme qui réclame d'être reconnue. Ce n'est que lorsque tu accepteras ta plénitude que le miroir deviendra une porte. Le cœur battant, Elijah décida de regarder à nouveau. Cette fois, non pas avec rejet, mais avec compassion. Il s'inclina devant le garçon effrayé et le serra silencieusement dans ses bras. Le reflet se dissipa. Il regarda le vieil homme résigné et murmura « Il y a encore de la vie en toi ». Le vieil homme sourit et disparut. Il s'approcha de l'homme arrogant et dit « Je n'ai pas besoin de dominer pour être fort ». Et le reflet se transforma en lumière. Finalement, le miroir révéla une image différente. Élie, lui-même, les yeux brillants et le cœur ouvert. Puis le verre se brisa en 1000 morceaux et se transforma en une porte lumineuse. En la franchissant, Élie se réveilla, les larmes aux yeux. Ce jour-là, il réalisa que son vide ne venait pas de ce qu'il lui restait à apprendre à l'extérieur, mais de ce qu'il avait évité de regarder en lui. Le miroir des rêves lui avait montré que seule l'intégration de ses ombres pouvait lui permettre de s'épanouir. L'histoire d'Élie nous enseigne que les rêves ne sont pas des ornements ni des fantasmes dénués de sens. Ils sont le miroir de notre psyché. À travers eux, l'inconscient reflète les parts oubliées, niées ou refoulées de nous-mêmes. En psychologie, on appelle cela l'ombre, ce que nous refusons d'accepter, mais qui continue d'influencer nos vies depuis l'obscurité. Les rêves, avec leur langage symbolique, nous permettent d'interagir avec cette ombre sans crainte. À travers des images, ils nous révèlent ce que la conscience ne peut exprimer. Et même si cela peut paraître déroutant ou troublant au premier abord, ce miroir cherche toujours à nous intégrer, jamais à nous détruire. La science le confirme. Pendant le sommeil, et surtout pendant les périodes d'intense activité cérébrale, les zones liées à la mémoire émotionnelle et à la résolution des conflits sont activées. C'est comme si l'esprit disait « Voici ta vérité ». Visualise-la sous forme de symbole pour la comprendre. Ce qui distingue ceux qui transforment leur vie grâce aux rêves de ceux qui les oublient, c'est leur volonté de les regarder comme des miroirs. Demandez-vous, quelle part de moi parle ici ? Quelle émotion ne suis-je pas en train de reconnaître? Quel désir caché cherche à émerger? Le miroir des rêves ne nous montre pas toujours ce que nous voulons, mais il reflète toujours ce dont nous avons besoin. Parfois, c'est un avertissement, parfois une consolation, d'autres fois une invitation à grandir. L'important est de ne pas fuir ce reflet, mais d'apprendre à le regarder avec courage et humilité. Chaque nuit, quand vous dormez, le miroir s'ouvre. La question est, oserez-vous vous y regarder? Si vous le faites, vous découvrirez que le miroir n'est pas votre ennemi, mais votre allié. Que même vos cauchemars sont des miroirs reflétant des blessures en quête de guérison. Et que chaque reflet, aussi inconfortable soit-il, détient la clé pour ouvrir des portes intérieures que vous ignorez encore. La spiritualité résume tout cela en une phrase simple. Les rêves sont des lettres que l'âme s'écrit à elle-même. Ne pas les lire, c'est ignorer le message de son propre être. Les lire, en revanche, c'est commencer à se connaître véritablement. Considérez vos rêves comme des miroirs. Demandez-vous ce qu'ils essaient de vous montrer. Et rappelez-vous, le miroir ne ment pas, mais il ne condamne pas non plus. Il révèle seulement ce que votre regard attend. Chapitre 10. L'alchimie des émotions. Les émotions sont des forces invisibles qui façonnent votre vie plus que vous ne l'imaginez. Ce sont des courants internes qui colorent votre perception, influencent vos décisions et façonnent la réalité que vous vivez. Nous croyons souvent contrôler nos émotions, mais en réalité, c'est l'inverse. Les émotions nous guident silencieusement sur des chemins que nous ne choisissons pas toujours consciemment. La psychologie moderne a montré que les émotions ne sont pas de simples réactions passagères. Chaque émotion active des systèmes complexes dans le cerveau et le corps. Elle modifie la respiration, le rythme cardiaque et la chimie des cellules. La peur, par exemple, contracte et paralyse. La gratitude étend et renforce. Chaque émotion est un message, une vibration, une énergie qui transforme à la fois votre biologie et votre destin. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Elles disent que les émotions sont le feu de l'âme. La haine brûle et détruit, tandis que l'amour
purifie et crée. Le plus important est que les émotions ne sont pas immuables. Comme tout feu, elles peuvent être transformées. L'alchimie intérieure consiste précisément à apprendre à transmuter ces émotions denses en lumière, en force créatrice. Et c'est pendant le sommeil que cette alchimie devient la plus évidente. La nuit, votre esprit traite les fardeaux émotionnels que vous n'avez pas pu surmonter pendant la journée. C'est pourquoi vous rêvez de situations qui vous ont mis en colère, de personnes qui vous manquent ou de peurs que vous avez évitées. Le sommeil est le laboratoire secret où vos émotions se transforment, où ce qui semblait insupportable est digéré en symbole et intégré à votre être. Mais l'alchimie ne se fait pas automatiquement. Il faut de la conscience. Si vous vous endormez en ressassant des ressentiments, vous alimenterez votre inconscient avec cette énergie. Si, au contraire, vous abandonnez vos émotions au sommeil avec l'intention de les transformer, elles deviendront de l'or intérieur. Pour comprendre ce mystère, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui a découvert, à travers un rêve, que même les émotions les plus sombres pouvaient être transmutées en lumière. Elle s'appelait Amara et vivait dans une rage insoutenable. Elle avait été trahie par un proche, et malgré les années qui avaient repassé, elle ne parvenait pas à pardonner. Chaque jour, son esprit repassait des scènes de cette douleur, et chaque nuit, son corps se tendait comme si la blessure était encore fraîche. Un matin, épuisée par le ressentiment, elle s'endormit et rêva qu'elle se trouvait dans une grotte obscure. Devant elle se trouvait une fournaise ardente, et dans ses mains, elle tenait une pierre noire qui brûlait et pesait comme du plomb. Une voix intérieure lui dit « Cette pierre est ta colère. Tu peux la porter à jamais ou la jeter au feu. » Amara hésita. Une part d'elle-même voulait lâcher prise, mais une autre part sentait que laisser sa colère s'évanouir signifiait perdre son seul lien avec sa blessure. Cependant, la pierre brûlait si fort qu'elle finit par la jeter dans le four. À cet instant, une explosion de lumière emplit la caverne. Le plomb se transforma en or liquide qui se déversa comme une rivière scintillante. La voix reprit « Le feu de l'âme ne détruit pas, il transmute. » Chaque émotion, même la plus douloureuse, peut devenir une force créatrice si elle s'abandonne au feu du pardon et de la conscience. Amara se réveilla les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids de sa colère s'alléger. Ce n'était pas un pardon immédiat ni total, mais elle comprenait qu'elle avait entamé un processus. Chaque nuit suivante, avant de s'endormir, elle imaginait jeter ses émotions lourdes, tristesse, peur, frustration, dans le four. Et chaque fois, le rêve lui montrait comment ces pierres noires se transformaient en rivières d'or. Au fil du temps, sa vie a commencé à changer. Son corps était plus léger, ses relations plus harmonieuses, sa créativité plus forte. Elle avait découvert l'art de l'alchimie intérieure, transformer les émotions sombres en lumière. Ce qu'Amara a vécu n'est pas une fable lointaine, c'est une métaphore de ce que votre esprit et votre âme font chaque nuit. Lorsque vous rêvez, votre cerveau active des zones liées aux émotions pour réorganiser et digérer ce que vous n'avez pas pu traiter à l'état d'éveil. C'est pourquoi, après un sommeil profond, vous vous réveillez souvent plus léger, même si les problèmes extérieurs restent les mêmes. Votre esprit a déjà opéré une alchimie. Il a absorbé le fardeau émotionnel et l'a transformé en compréhension ou en calme. Mais comme toute alchimie, elle requiert une intention. Si vous choisissez de dormir avec du ressentiment, ce feu continuera de vous brûler et de vous consumer. Si, au contraire, vous choisissez d'abandonner vos émotions au sommeil, la transmutation se produit. Pour ce faire, il suffit d'agir ainsi. Avant de dormir, fermez les yeux. Prenez conscience de votre émotion. Remerciez-la pour le message qu'elle a apporté et abandonnez-la au feu du sommeil. Visualisez comment elle se transforme, se dissout, se transforme en or. La psychologie évoque un concept similaire lorsqu'elle décrit les techniques de restructuration cognitive ou de exposition contrôlée dans les rêves lucides. Il s'agit d'offrir à l'inconscient un nouveau cadre, un contexte où les émotions peuvent être traitées différemment. La spiritualité, avec son langage poétique, appelle cela l'alchimie, l'art de transformer le plomb en or, la douleur en sagesse, la colère en amour. Et le plus puissant, c'est que cette alchimie ne se limite pas aux rêves.
Comme Amara, lorsque vous vous réveillez après avoir transformé une émotion, vous la ressentez dans votre quotidien. Vous prenez des décisions différentes, vous attirez des situations différentes, vous vibrez à une fréquence différente. Car chaque émotion transmutée modifie votre champ énergétique et, par conséquent, votre relation au monde. L'alchimie des émotions ne consiste pas à nier ce que l'on ressent. Au contraire, il s'agit de l'envisager avec courage, de l'accepter et de l'abandonner au feu de la transformation. La peur devient courage, la tristesse devient compassion, la colère devient puissance créatrice. Rien ne se perd, tout est transmuté. Imaginez ce que cela signifierait pour vous de pratiquer cette alchimie chaque nuit. Pensez à toutes les pierres noires que vous portez en vous, à tous les ressentiments, à toutes les culpabilités et à toutes les peurs. Imaginez maintenant les libérer une à une dans la fournaise du sommeil et les regarder se transformer en or. Chaque jour, vous vous réveilleriez plus léger, plus sage, plus libre. Le sommeil ne vous repose pas seulement, il offre aussi un laboratoire secret où vos émotions trouvent leur place. Ce n'est pas un hasard si tant de cultures anciennes parlaient de la nuit comme d'un feu purificateur, d'un espace où l'âme se purifie et se renouvelle. Rappelez-vous ceci, aucune émotion n'est un ennemi. Elles ont toutes un message. Le problème n'est pas de ressentir, mais de s'accrocher. L'alchimie commence lorsque vous décidez de ne pas rester attaché à la pierre, mais de l'abandonner à votre feu intérieur. L'or est en vous, il vous attend. Chaque nuit, la fournaise du sommeil s'allume. La seule question est, à quoi renoncerez-vous aujourd'hui pour être transformé? Chapitre 11. Le voyageur du subconscient. Chaque nuit, en fermant les yeux, vous devenez un voyageur. Sans passeport ni valise, vous traversez des paysages invisibles, parcourez des villes qui n'existent pas sur les cartes et dialoguez avec des personnages qui sont des projections de votre âme. Ce voyage ne se déroule pas dans un espace physique, mais dans le vaste territoire du subconscient. Là, reposent des souvenirs oubliés, des émotions refoulées, des désirs inexprimés et aussi les germes de votre avenir. La psychologie nous apprend que le subconscient est comme une immense archive où sont stockées toutes nos expériences, même celles que nous pensons avoir oubliées. Ce n'est pas un lieu chaotique. C'est un système qui organise et dirige une grande partie de nos vies sans même que nous nous en rendions compte. Selon des études, plus de 90% de nos décisions sont influencées par des processus subconscients. Cela signifie qu'en réalité, ce sont nos souvenirs cachés et nos associations invisibles qui guident notre quotidien. La spiritualité l'exprime autrement. Le subconscient est le pont entre l'humain et le divin. C'est le terrain où les images se transforment en réalité, où les pensées prennent forme et où l'âme dialogue avec l'éternel. Chaque nuit, pendant votre sommeil, vous devenez un voyageur qui traverse ce pont et pénètre dans des territoires que votre conscience ne peut contrôler. La clé est d'apprendre à voyager consciemment, car le subconscient ne fait pas la distinction entre fantasme et réalité. Il accepte ce qu'il reçoit et le multiplie. Si vous voyagez avec peur, vous rencontrerez des paysages de peur. Si vous voyagez avec amour, vous découvrirez des territoires de lumière. Rêver devient alors un voyage où vous choisissez l'énergie avec laquelle vous souhaitez avancer. Pour mieux comprendre ce voyage, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui, en fouillant dans son subconscient, a découvert qu'il était possible de guider son cheminement et de transformer sa vie. Il s'appelait Dariel, un marchand qui menait une vie routinière et monotone. Chaque jour, il répétait les mêmes gestes, les mêmes chemins, les mêmes pensées. Bien que son corps fût éveillé, son esprit dormait. Une nuit, après une journée particulièrement fatigante, il rêva qu'il montait à bord d'un train étrange. Il n'y avait ni gare familière ni destinations annoncées. Les wagons étaient remplis de passagers murmurant des mots incompréhensibles. Dariel se sentait agité, mais une silhouette encapuchonnée s'approcha de lui et lui dit « C'est le train du subconscient. Tu voyages ici chaque nuit, même si tu ne t'en souviens pas. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es réveillé en plein voyage. » Intrigué, Dariel regarda par la fenêtre du train et vit défiler des paysages déroutants. Des villes en ruine, des rivières montantes, des montagnes qui respiraient comme des êtres vivants. Il comprit que chaque paysage représentait des aspects de son esprit. Une ville en ruine reflétait son désespoir.
une rivière inversée sa résistance à l'écoulement, et les montagnes vivantes sa peur de l'inconnu. La silhouette encapuchonnée lui tendit une boussole lumineuse et dit « Tu ne peux pas arrêter le train, mais tu peux choisir où diriger ton regard. La boussole est ton intention. Si tu choisis de regarder avec peur, tu verras des paysages effrayants. Si tu choisis de regarder avec amour, tu découvriras des merveilles cachées. » Dariel hésita, mais décida d'essayer. Il ferma les yeux et pensa à quelque chose qui l'apaisa. Le souvenir de sa fille riante enfant. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le paysage avait changé. Il voyait maintenant une vallée fertile, remplie de fleurs dorées ondulant au vent. Les passagers du train souriaient silencieusement, comme s'ils partageaient la même vision. Le train continua son voyage, et chaque fois que Dariel nourrissait une intention positive, le paysage se transformait. À son réveil, il ressentit une nouvelle clarté. Il comprit que, même s'il ne pouvait contrôler les rails de la vie, il pouvait choisir l'énergie avec laquelle voyager. Cette nuit marqua un avant et un après. Dariel s'est couché avec des intentions claires. Aujourd'hui, je voyage avec confiance. Aujourd'hui, je voyage avec gratitude. Aujourd'hui, je voyage avec amour. Ses rêves se sont éclaircis et, petit à petit, son quotidien a commencé à refléter ses voyages intérieurs. L'histoire de Dariel nous rappelle que le subconscient n'est pas un lieu chaotique où l'on pénètre sans contrôle. C'est un territoire qui répond à la boussole de notre intention. Chaque émotion que nous choisissons avant de dormir est comme un billet de train. Elle définit le type de voyage que nous vivrons cette nuit-là. La science corrobore ce point de vue. Les recherches en neurosciences montrent que les pensées avant le sommeil influencent la qualité des rêves et la façon dont le cerveau traite l'information. Pratiquer des affirmations ou des visualisations avant de se coucher n'est pas un acte naïf. C'est une façon de donner une direction au voyage subconscient. Les traditions spirituelles l'enseignaient différemment. Elles parlaient de prier avant de dormir, de planter des images sacrées ou d'invoquer les gardiens de la lumière. Il ne s'agissait pas de superstition, mais de manière symbolique d'orienter notre boussole intérieure. Le subconscient, en recevant ces images, les transforme en paysages et en expériences qui guident le voyage nocturne. Le voyageur du subconscient n'est pas quelqu'un de lointain, c'est vous, chaque nuit. La différence réside dans le fait de choisir de voyager endormi, en vous laissant emporter par des paysages chaotiques, ou de vous éveiller au cœur du voyage et d'utiliser votre intention comme boussole. Imaginez ce que cela signifierait pour votre vie si chaque nuit vous vous endormiez avec la conscience d'être un voyageur. Si vous choisissiez, avant de fermer les yeux, de semer des images de paix, d'abondance et de confiance. Votre train de nuit traverserait des paysages lumineux et ces voyages ne resteraient pas dans la nuit. Peu à peu, ils se reflèteraient dans votre journée. Car le subconscient ne fait pas de distinction entre sommeil et éveil. Ce que vous y semez s'épanouit dans les deux mondes. C'est la magie et la responsabilité du voyage. Souvenez-vous, chaque nuit, vous montez dans le train. La question est, quel billet achetez-vous? Quelle boussole utilisez-vous? Quel paysage choisissez-vous d'admirer? Le voyage ne s'arrête jamais. Le seul choix est celui de la manière dont vous souhaitez le parcourir. Chapitre 12. Les gardiens du seuil. Dans tout voyage intérieur, il arrive un moment où la simple marche ne suffit plus. Il faut franchir un seuil. Le seuil est cette frontière invisible entre le connu et l'inconnu, entre le conscient et les profondeurs du subconscient. Au quotidien, ces seuils apparaissent à chaque changement majeur, quitter une relation, s'engager sur une nouvelle voie, abandonner une vieille croyance. Et dans les rêves, ce seuil se manifeste par des portes, des ponts, des tunnels ou des figures qui semblent vous empêcher d'avancer. La psychologie appelle cela la résistance, cette partie de l'esprit qui préfère rester dans le familier, même si celui-ci fait mal. L'inconscient ne se contente pas de stocker les souvenirs, il protège aussi ce qu'il considère comme essentiel à votre survie. C'est pourquoi, lorsque vous tentez d'accéder à une nouvelle compréhension, des obstacles surgissent. Peur, doute, voix intérieures qui vous disent « c'est impossible ». Les traditions spirituelles parlèrent de la même chose, mais dans un langage différent.
Elle disait qu'à chaque initiation, il y avait des gardiens, des esprits, des figures ou des épreuves qui n'étaient pas des ennemis, mais des protecteurs. Leur rôle était de s'assurer que le voyageur était prêt, qu'il avait la force, la pureté et la clarté nécessaires pour franchir le seuil. Ce qui est fascinant, c'est que ces gardiens apparaissent aussi dans les rêves. Ce sont des personnages qui vous mettent au défi, des portes qui ne s'ouvrent pas, des chemins qui semblent fermés. Ils ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous demander « Êtes-vous prêt à passer ?» Pour mieux comprendre, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui rêvait d'un gardien qui changeait le cours de sa vie. Elle s'appelait Célène et depuis son enfance, elle faisait des rêves saisissants qui la troublaient. Elle rêvait toujours de courir dans un long couloir sombre, au bout duquel se trouvait une porte en fer. Lorsqu'elle essayait de l'ouvrir, une silhouette immense apparaissait. Un homme en armure noire, les yeux brillants, qui lui disait d'une voix grave « Tu ne peux pas passer ». Célène se réveillait angoissée, sentant que quelque chose en elle était piégé. Elle avait grandi avec ce rêve récurrent. Parfois, elle l'oubliait pendant des mois, mais il revenait toujours. Jusqu'à ce que, dans sa jeunesse, elle entreprenne des études de psychologie et de spiritualité en quête de réponse. Un professeur lui dit « Ce gardien n'est pas ton ennemi, il est ton épreuve. Ce n'est qu'en l'affrontant avec courage que tu découvriras ce qui se cache derrière la porte. » Cette nuit-là, Célène décida d'essayer. Avant de s'endormir, elle respira profondément et se dit « Cette fois, je ne m'enfuirai pas. » En rêvant, elle retourna dans le couloir sombre, à la porte de fer et au gardien aux yeux de braise. Elle eut peur, mais se souvint des paroles de son maître. Au lieu de reculer, elle fit un pas en avant et s'adressa au gardien. « Je ne suis pas venu pour détruire, je viens pour me connaître. » L'homme en armure la regarda en silence, puis il leva son épée et la posa au sol. « Si tu ne me crains pas, tu peux passer, » dit-il. Célène, tremblante, posa la main sur la porte. Le fer était brûlant, mais au prix d'un effort considérable, elle parvint à l'ouvrir. De l'autre côté, il n'y avait plus d'obscurité, mais un jardin lumineux, rempli d'eau cristalline et de fleurs éclatantes. Le gardien disparut, et Célène se réveilla les larmes aux yeux. Pour la première fois, elle comprit que l'obstacle n'était pas un ennemi, mais un maître. Dès lors, chaque fois qu'elle avait peur d'avancer dans la vie, elle se souvenait de son tuteur. Et au lieu de fuir, il l'affrontait. Il découvrit que chaque obstacle était un seuil déguisé et que derrière, il y avait toujours un jardin qui l'attendait. L'histoire de Séléné nous révèle un fait essentiel. Les gardiens du seuil ne sont pas extérieurs. Ce sont des projections de votre propre psyché. Ils représentent les peurs qui vous freinent, les croyances limitantes qui vous emprisonnent, les émotions que vous n'avez pas encore intégrées. Lorsqu'ils apparaissent dans les rêves, ils ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous tester. La psychologie reconnaît ce phénomène comme la manifestation de l'inconscient protecteur. Lorsque vous êtes sur le point d'affronter une vérité douloureuse ou un changement radical, votre esprit crée une résistance. C'est comme un gardien qui vous demande « Veux-tu vraiment voir ça ? Êtes-vous prêt à vous transformer ?» La spiritualité l'exprime par une initiation. Chaque gardien est un maître déguisé. La force physique ou l'intellect ne suffisent pas. L'humilité, le courage et l'honnêteté sont requis, car les seuils ne se franchissent pas avec violence, mais avec conscience. Dans les rêves, ces gardiens peuvent prendre de multiples formes. Un animal qui bloque le passage, une personne qui vous confronte, une porte qui refuse de s'ouvrir. Si vous apprenez à les reconnaître, vous découvrirez qu'ils sont toujours là pour vous rappeler que la transformation exige un engagement. Et le plus puissant, c'est que cette dynamique ne se manifeste pas seulement dans les rêves. Chaque fois que vous avez l'impression que tout est bloqué, que rien n'avance, vous êtes probablement confronté à un gardien de seuil. Au lieu de lutter ou de fuir, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend ? Que dois-je reconnaître en moi pour avancer ?» Les neurosciences apportent également un éclairage sur ce point. Des études sur le changement d'habitude montrent que chaque fois que vous tentez de transformer un comportement ancré, le cerveau active des zones liées à la résistance à la douleur. Autrement dit, votre esprit se défend contre l'inconnu. Ce processus est naturel. C'est le gardien intérieur qui protège l'ancien.
Mais si vous persistez avec détermination et patience, la nouvelle voie neuronale se renforce et le seuil est franchi. Imaginez donc ce que signifie regarder vos gardiens avec respect plutôt qu'avec peur. Cela signifie comprendre que chaque obstacle est le signe que vous approchez d'un nouveau territoire, que chaque résistance est une porte déguisée, que chaque gardien, aussi terrifiant soit-il, garde un jardin derrière son épée. Le sommeil vous offre l'opportunité de vous entraîner à cet art. Chaque fois qu'un gardien apparaît, ne fuyez pas. Regardez-le. Parlez-lui. Demandez-lui ce qu'il garde. Et surtout, osez franchir la porte, même si le fer brûle dans vos mains. Car en vérité, les gardiens ne cherchent pas à vous arrêter. Ils cherchent à vous rendre digne de votre propre jardin. La prochaine fois que vous rencontrerez un obstacle dans votre vie, rappelez-vous, ce n'est pas un mur, c'est un gardien. Ne vous demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez-vous plutôt « Quelle porte garde-t-il » Ainsi, vous découvrirez que chaque défi n'est pas une punition, mais une invitation à grandir. Les gardiens du seuil ne disparaîtront pas de votre chemin. Ils seront là à chaque fois que vous atteindrez un nouveau niveau de conscience. Mais si vous apprenez à les considérer comme des maîtres, ils deviendront des alliés. Et derrière chacun d'eux, vous trouverez toujours un jardin à découvrir. Chapitre 13. Le langage secret des symboles. Les rêves parlent, mais pas avec le langage des mots. Ils parlent en symboles. Chaque nuit, votre subconscient construit des scènes, des personnages et des objets qui semblent absurdes, mais qui constituent en réalité un code précis. Le problème est que nous essayons de traduire ces symboles avec une logique rationnelle, comme s'il s'agissait de messages linéaires. Et ce faisant, nous les réduisons, les déformons ou les ignorons. La psychologie des profondeurs, notamment dans les travaux de Carl Jung, nous enseigne que les symboles sont le langage naturel de l'inconscient. Ce ne sont pas de simples ornements, ce sont des expressions vivantes de votre monde intérieur. L'eau peut représenter l'émotion, le feu la transformation, une maison votre être même. Ce dont vous rêvez n'est pas littéral. C'est un théâtre symbolique où votre esprit et votre âme jouent des vérités cachées. La spiritualité l'avait compris bien avant. Dans toutes les cultures anciennes, les symboles étaient des portes vers le mystère. Un cercle représentait l'éternité, un serpent la renaissance, un arbre le lien entre le ciel et la terre. Le même principe s'applique aux rêves. Votre inconscient ne vous dit pas vous traversez un changement, mais vous montre plutôt un pont, une rivière, une porte. L'erreur la plus courante est de chercher dans des dictionnaires oniriques universels. Bien qu'il existe des archétypes communs à toute l'humanité, chaque symbole possède une nuance personnelle. Rêver d'un chien peut être synonyme de loyauté pour quelqu'un, mais aussi de peur pour quelqu'un qui a été mordu dans son enfance. Ce symbole est à la fois universel et intime. Comprendre les symboles exige de la sensibilité et non de la rigidité. Il faut apprendre à les écouter avec le cœur et pas seulement avec l'esprit. Car chaque rêve est un poème écrit dans un langage secret. Et ce n'est qu'en s'ouvrant à ce langage que l'on découvre ce qu'il tente de nous révéler. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a découvert le pouvoir d'interpréter son propre symbole et comment cette découverte a transformé le cours de sa vie. Il s'appelait Kael. Depuis des semaines, il rêvait de la même image, une clé en or qui apparaissait dans ses mains, mais qui lui glissait toujours entre les doigts avant qu'il puisse l'utiliser. À chaque fois, il se réveillait frustré, avec l'impression que quelque chose lui échappait. Au début, il chercha des réponses dans les manuels de rêve et les dictionnaires. Il trouva des interprétations variées. La clé signifie opportunité. La clé symbolise le pouvoir. La clé représente les secrets. Cependant, aucune de ces définitions ne lui donna le sentiment d'avoir compris le message. Une nuit, il décida d'aborder le symbole sous un autre angle. Au lieu de regarder à l'extérieur, il décida de demander directement à la clé. Avant de s'endormir, il se dit « Ce soir, je veux te parler. Montre-moi ce que tu représentes pour moi. » Dans son rêve, la clé réapparut, brillante dans ses mains. Kael la serra fort et demanda « Qui es-tu » La clé se mit à briller plus intensément et devint comme un miroir.
Dans ce reflet, Kaël se vit enchaîné, les chevilles et les poignets entravés. Il comprit soudain, la clé n'était pas d'ouvrir une porte extérieure, mais de se libérer de ses chaînes intérieures. Il se réveilla le cœur battant. En repensant à sa vie, il reconnut ses chaînes, le besoin de toujours plaire aux autres, la peur de décevoir, l'habitude de cacher sa vérité. La clé lui disait « La liberté est en toi. N'attends plus que les autres te libèrent. » À partir de ce jour, Kaël entama un processus de changement. Il commença à dire ce qu'il pensait avec honnêteté, à prendre des décisions qu'il avait jusque-là évitées, à reconnaître que sa vie lui appartenait. Et chaque fois qu'il doutait de lui-même, il se souvenait de la clé d'or. Il découvrit que le symbole n'était pas un mystère extérieur, mais un message intime qu'il avait attendu toute sa vie. L'expérience de Kaël nous enseigne quelque chose d'essentiel. Les symboles ne se déchiffrent pas de l'extérieur, ils se révèlent de l'intérieur. Ce que la psychologie appelle « association personnelle » signifie précisément se demander ce que ce symbole signifie pour soi, quels souvenirs il éveille, quelles émotions il provoque. La science a démontré que les rêves sont des récits construits par le cerveau pour traiter les expériences. Le symbole est une condensation. Au lieu de représenter chaque détail de votre vie, l'inconscient le résume en une image puissante. Ainsi, une clé peut symboliser la liberté, un serpent la transformation, un labyrinthe la confusion. L'image condense une vérité complexe en une forme simple. La spiritualité, avec sa perspective poétique, nous rappelle que les symboles sont des ponts entre le conscient et le sacré. Ils ne sont pas seulement des expressions psychologiques, ils sont aussi des invitations à élargir sa vision. Un arbre dans votre rêve ne représente pas seulement votre corps ou votre famille. Il peut aussi vous rappeler que vous êtes ancré à la terre et connecté au ciel. L'important n'est pas de chercher des significations rigides, mais d'apprendre à interagir avec les symboles, de leur demander ce qu'ils essaient de vous apprendre, d'écouter votre propre intuition, de vous ouvrir à la possibilité que les symboles soient complexes et qu'à chaque fois que vous les observez, ils puissent révéler quelque chose de nouveau. Imaginez ce qui se passerait si vous commenciez à considérer votre vie comme un rêve rempli de symboles, objets, personnes, coïncidences. Tout pourrait être interprété comme un langage secret. Une porte qui se ferme, une rencontre inattendue, une chanson qui surgit au bon moment. Tout pourrait être interprété comme un message de l'inconscient ou de l'univers. Vivre ainsi ne signifie pas être obsédé, mais plutôt ouvrir les yeux. Cela signifie accepter qu'à l'état de veille, comme en rêve, l'univers vous parle par symboles, et qu'apprendre à les lire, c'est apprendre à déchiffrer le langage de l'âme. Le langage secret des symboles est, en réalité, le langage originel que nous partageons tous. Avant les mots, avant les cultures, l'humanité rêvait déjà d'eau, de feu, de serpents, de soleil et de lune. Dans cette langue résident nos racines les plus anciennes et nos vérités les plus profondes. La prochaine fois que vous rêvez, ne vous précipitez pas sur un dictionnaire. Demandez au symbole ce qu'il signifie pour vous. Écoutez vos émotions lorsque vous le voyez. Souvenez-vous que chaque symbole est un miroir et que la clé d'or de Kaël vous attend également entre les mains. Car au final, le langage secret des symboles n'est pas écrit dans un livre extérieur, mais dans le livre vivant de votre âme. Chapitre 14. Les architectes du rêve. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, votre esprit se transforme en architecte. Il construit des paysages, érige des bâtiments impossibles, dessine des chemins bifurquants et dessine des ciels qui n'obéissent à aucune loi physique. Dans le rêve, vous êtes le voyageur, mais aussi l'architecte. Même si votre conscience éveillée ne s'en souvient pas toujours, c'est vous qui façonnez ces mondes. Les neurosciences le confirment. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau active les régions responsables de l'imagination et de la mémoire, combinant des fragments d'expériences passées avec des projections de désir et de peur. C'est comme si votre esprit était un architecte chaque nuit, utilisant des briques de souvenirs et du ciment d'émotions pour construire des scénarios symboliques. La spiritualité le savait aussi. Les anciens disaient que pendant le sommeil, l'âme voyageait vers des plans invisibles et contribuait à la construction des réalités futures. Le sommeil était considéré comme un atelier cosmique où chaque pensée devenait graine et chaque émotion matière.
Ainsi, ce dont vous rêvez aujourd'hui peut se manifester demain. Le problème est que beaucoup ne reconnaissent pas ce pouvoir créateur. Ils vivent comme les locataires de leurs rêves, ignorant qu'ils en sont eux-mêmes les architectes. Ils laissent leur peur dessiner des paysages chaotiques, leur culpabilité bâtir des prisons, leur désir inconscient édifier des villes fragiles. Mais lorsqu'on prend conscience qu'on est créateur, on peut commencer à concevoir avec intention. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui a découvert qu'elle était l'architecte de ses propres rêves et, par là même, de sa propre vie. Elle s'appelait Lyra. Depuis son enfance, elle rêvait du même décor, un château en ruine, aux murs effondrés et aux couloirs sombres. Chaque fois qu'elle y pénétrait, elle ressentait peur et solitude. Pendant des années, elle a cru que c'était un cauchemar récurrent, jusqu'au jour où elle a rencontré un vieil homme qui lui a dit « Ce château est ta création. Il n'est pas là pour te tourmenter, il est là pour que tu le reconstruises. » Cette nuit-là, Lyra rêva à nouveau du château. Cette fois, au lieu de fuir, elle s'arrêta pour le contempler. Elle vit que les pierres étaient recouvertes de mousse, les fenêtres brisées, les toits s'écroulant. Soudain, elle entendit une voix intérieure lui murmurer « Tu es l'architecte. Préfères-tu continuer à marcher parmi les ruines ou veux-tu construire un palais ?» Lyra ferma les yeux dans son rêve et respira profondément. Elle imagina la lumière filtra à travers les fenêtres, les murs se dressant, les jardins fleuris dans la cour intérieure. Peu à peu, le château commença à se transformer. Les murs furent reconstruits, les vitraux brillèrent de couleurs intenses, l'air se remplit de musique. Ce qui était autrefois une ruine devint un palais radieux. Elle se réveilla en larmes de joie. Elle réalisa que ce qu'elle avait transformé n'était pas seulement un château dans un rêve, mais une partie d'elle-même. Jusque-là, elle avait vécu en croyant qu'elle était brisée, que son passé la condamnait à vivre parmi les ruines. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle pouvait se reconstruire, qu'elle était l'architecte de son destin. À partir de ce jour, chaque nuit, Lyra s'abandonna au sommeil avec une intention créatrice. Lorsqu'un paysage sombre apparaissait, elle le redessinait avec son imagination. Lorsqu'un labyrinthe émergeait, elle construisait une issue. Face à la désolation, elle plantait des jardins. Petit à petit, cette pratique nocturne commença à se refléter dans son quotidien. Elle trouva le courage d'entreprendre de nouveaux projets, guérit des relations qu'elle avait abandonnées et construisit la vie dont elle avait toujours rêvé. L'histoire de Lyra nous rappelle un point essentiel. Les rêves ne sont pas seulement des reflets, ils sont aussi des créations. L'inconscient ne se contente pas de nous montrer l'existant. Il nous permet aussi de concevoir de nouvelles réalités. La psychologie étudie ce phénomène à travers la pratique du rêve lucide, où le rêveur prend conscience de son rêve et commence à intervenir dans l'intrigue. Ces expériences démontrent que le cerveau a la capacité de créer des mondes entiers et de les modifier en temps réel. Ce que nous vivons en rêve n'est pas moins réel. Il active les mêmes zones cérébrales que l'état de veille. La spiritualité va plus loin. Elle affirme que ce que l'on construit en rêve influence notre vie éveillée. Les châteaux que l'on y construit symbolisent notre force intérieure et les jardins que l'on sème la nuit fleurissent le jour. Rêver consciemment est un acte créatif, une façon de semer des futurs possibles. L'architecte du rêve n'est pas un artiste fantasque, mais un alchimiste. Il a le pouvoir de prendre forme dans le chaos intérieur, de transformer la ruine en palais, le désert en verger, l'obscurité en aube. Chaque fois que vous dormez, vous avez l'opportunité de remodeler votre monde intérieur et avec lui, votre vie. Imaginez ce que signifierait assumer consciemment votre rôle d'architecte. Au lieu de craindre vos cauchemars, vous pourriez vous demander ce qu'ils représentent et comment les reconstruire. Au lieu d'accepter passivement vos scénarios nocturnes, vous pourriez y semer des symboles de force, d'amour et d'espoir. Votre esprit ne ferait plus la distinction entre le monde du rêve et la vie éveillée. Ce que vous pratiquez la nuit se reflèterait dans le jour. Le château de Lyra est aussi en vous. Peut-être le voyez-vous s'effondrer, peut-être le traversez-vous avec peur. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas prisonnier de ces ruines, vous êtes l'architecte qui peut le relever. Chaque pierre que vous posez, chaque fenêtre que vous ouvrez, chaque jardin que vous plantez dans vos rêves est un pas vers la reconstruction de votre être.
N'oubliez pas que l'architecture des rêves ne se limite pas aux murs et aux paysages. Vous en concevez aussi les personnages, les symboles, les rencontres. Chaque personne qui apparaît dans vos rêves est une figure que votre inconscient a placée en scène. Vous pouvez dialoguer avec elle, apprendre d'elle, la transformer. Elle est l'artisane de votre architecture intérieure. Ainsi, chaque nuit est une invitation. Souhaitez-vous continuer à parcourir des paysages dessinés par la peur, ou souhaitez-vous devenir l'architecte conscient de votre propre monde? Le pouvoir est en vous. Le sommeil est votre atelier, votre crayon, votre toile. Ce que vous y construisez ne disparaîtra pas à votre réveil. Il sera gravé dans les murs de votre âme et façonnera silencieusement votre destin. Chapitre 15. Le miroir des rêves. Les rêves ne sont pas que des scénarios fantastiques, ce sont des miroirs. Chaque scène, chaque personnage et chaque objet reflètent des aspects cachés de votre être. Que vous rêviez d'un monstre terrifiant ou d'un paysage lumineux, dans les deux cas, ce que vous voyez n'est pas quelqu'un d'autre, mais des fragments de vous-même placés sous vos yeux. La psychologie des profondeurs affirme que les rêves révèlent des aspects inconscients de la personnalité. Ce que l'on refoule, nie ou n'a pas encore reconnu en soi, apparaît projeté sous forme de symboles. Ainsi, un ennemi dans un rêve peut représenter une peur intérieure, un guide peut symboliser votre sagesse latente, une maison peut refléter votre propre esprit. La spiritualité le confirme également, quoique d'une manière différente. Depuis l'Antiquité, on dit que l'âme se sert des rêves pour révéler sa véritable nature. Les rêves sont comme une rivière limpide. Si vous l'abordez avec humilité, vous y verrez votre reflet. Si vous l'agitez avec peur, vous le déformerez. Ce qui est intéressant, c'est que nous rejetons souvent ce qui apparaît dans ce miroir. Nous sommes effrayés par le monstre, nous fuyons l'ombre, nous nions la tristesse. Mais ce que nous nions dans le rêve, nous le nions aussi dans la vie. Le miroir du rêve nous invite à affronter ce que nous n'avons pas encore accepté de nous-mêmes. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a appris à se regarder dans le miroir de ses rêves et y a trouvé la clé de sa transformation. Il s'appelait Elian. Pendant des mois, il rêvait d'un mendiant qui le suivait dans les rues sombres d'une ville inconnue. Le mendiant le fixait d'un regard vide et lui tendait la main, demandant quelque chose qu'Elian ne comprenait pas. Il se réveillait toujours angoissé, comme poursuivi par une partie de lui-même. Fatigué de ce rêve répétitif, il a consulté un thérapeute spécialisé dans les rêves. Ce dernier lui a dit « Ce mendiant n'est pas ton ennemi, c'est un miroir. Il représente une part de toi que tu as abandonnée. Demande-lui ce dont il a besoin. » La nuit suivante, Elian rêva de nouveau du mendiant. Cette fois, au lieu de s'enfuir, il s'arrêta et le regarda. D'une voix tremblante, il demanda « Que veux-tu de moi ?» Le mendiant leva les yeux et répondit « Je veux que tu me reconnaisses. Je suis ta soif d'authenticité. Tu m'as abandonné dans la rue alors que tu vivais pour plaire aux autres. Je n'ai pas besoin d'aumône, j'ai besoin que tu m'emmènes avec toi. » Elian se réveilla la gorge serrée. En repensant à sa vie, il réalisa qu'il avait vécu selon les attentes des autres. Le métier qui ne le passionnait pas, l'apparence qu'il devait préserver, l'obéissance à des règles qui l'étouffaient. Son mendiant intérieur était sa vérité oubliée, cette part de lui-même qui implorait d'être accueillie. Dès lors, chaque fois qu'il rêvait du mendiant, il le serrait dans ses bras. Peu à peu, le personnage se transforma. De mendiant, il devint un sage vêtu de blanc, qui le guidait dans ses rêves vers de nouveaux paysages. Et éveillé, Elian commença à prendre des décisions plus conformes à son authenticité. Il découvrit que le rêve avait été à la fois un miroir et un enseignant. L'histoire d'Elian nous enseigne que les rêves reflètent ce que nous devons reconnaître. Ce qui y apparaît n'est pas extérieur à nous, mais intérieur à nous. Chaque personnage, chaque situation est un miroir symbolique. La psychologie l'appelle projection. Ce que nous n'acceptons pas en nous est projeté sur des images extérieures. Les rêves nous offrent l'occasion d'interagir avec ces projections et de les réintégrer. Au lieu de les réprimer, nous pouvons les reconnaître. Au lieu de les fuir, nous pouvons les accueillir. La spiritualité le décrit comme une intégration de l'âme. Elle affirme que chaque figure onirique est un fragment de notre intégralité, cherchant à retourner à la source. Lorsque nous accueillons le mendiant, le monstre ou l'ennemi, nous nous accueillons en réalité nous-mêmes. Et cette union
restaure la force perdue. Le miroir des rêves agit aussi positivement. Rêver d'un héros, d'un guide ou d'un sage ne signifie pas qu'ils existent en dehors de vous. Cela signifie que la sagesse, le courage ou la lumière sont aussi vôtres. Le rêve reflète à la fois votre ombre et votre grandeur. La science moderne confirme ce rôle intégrateur. Les recherches en neurosciences suggèrent que les rêves nous aident à gérer nos émotions et à intégrer des expériences trop complexes à l'état éveillé. Le cerveau crée des récits symboliques pour refléter nos expériences et nous aider à leur donner un sens. Autrement dit, les rêves agissent comme un miroir qui organise notre vie émotionnelle. Imaginez donc ce qui se passerait si vous commenciez à considérer chaque rêve comme un miroir. Au lieu de craindre les images, vous pourriez vous demander « Quelle part de moi-même cela me montre-t-il » Si vous voyez un ennemi, demandez-vous ce qu'il représente dans votre vie. Si vous voyez une ruine, demandez-vous quel aspect de vous-même a besoin d'être reconstruit. Si vous voyez un paysage lumineux, reconnaissez que cette beauté est aussi en vous. Vivre avec cette perspective change votre rapport aux rêves. Vous cessez de les considérer comme des énigmes incompréhensibles et les reconnaissez comme des reflets intimes. Vous cessez de craindre vos cauchemars et commencez à les apprécier comme des miroirs qui vous montrent ce dont vous avez besoin pour guérir. Le miroir des rêves ne ment pas, mais il ne juge pas non plus. Il vous révèle avec force ce que vous êtes, ce que vous réprimez, ce que vous aimez et ce que vous n'avez pas encore reconnu. La question est, osez-vous vous regarder? La prochaine fois que vous fermerez les yeux et entrerez dans un rêve, rappelez-vous, chaque silhouette qui apparaît est vous. Chaque paysage est vous. Chaque rencontre est vous. Tout ce que vous voyez est le reflet de votre âme. Et lorsque vous accepterez ce miroir, vous découvrirez qu'il n'est aucun monstre qui ne puisse devenir un maître, aucune ombre qui ne puisse se transformer en lumière. Chapitre 16. Le temps dans les rêves. Le temps est l'un des grands mystères de l'existence. À l'état de veille, nous le mesurons avec des horloges, le comptant en secondes, en minutes et en années. Nous croyons qu'il avance linéairement, telle une flèche qui ne s'arrête jamais. Mais dans les rêves, le temps se brise, se dilate et se replie. Là, un instant peut contenir des heures entières et une nuit de sommeil peut renfermer des siècles d'expérience. La science reconnaît ce phénomène. Pendant le sommeil paradoxal, les rêves se déroulent en brefs fragments qui durent rarement plus de quelques minutes. Cependant, le rêveur peut avoir l'impression d'avoir vécu une histoire complète, avec un début et une fin. C'est comme si le cerveau pouvait condenser émotions, souvenirs et symboles en un temps comprimé. La spiritualité va plus loin. Elle soutient que dans les rêves, nous accédons à une dimension où le temps n'est pas linéaire, mais circulaire et expansif. Nous pouvons y entrevoir des souvenirs d'enfance et des visions du futur, le tout dans un même décor. Pour l'âme, le temps n'est pas une chaîne, c'est un océan. Le sommeil est donc un laboratoire où nous pouvons expérimenter la malléabilité du temps. Et ce que nous y apprenons nous rappelle une vérité dérangeante. Même à l'état éveillé, le temps n'est pas aussi rigide qu'on le croit. Notre perception du temps dépend de notre état de conscience. Une minute dans la douleur semble éternelle, une heure dans la joie semble filer. Le temps n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique et spirituel. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a découvert, dans un rêve, que le temps pouvait être son allié et non son ennemi. Il s'appelait Nadir. Dès son plus jeune âge, il avait l'impression que la vie lui échappait. Il vivait avec l'angoisse constante du manque de temps. Il courait d'un engagement à l'autre, accumulait les tâches et était obsédé par l'idée de profiter au maximum de chaque seconde. Cependant, plus il essayait de contrôler son temps, plus il avait l'impression que le temps le dévorait. Une nuit, épuisé, il rêva qu'il se trouvait dans une ville sans horloge. Il marchait dans des rues silencieuses où personne ne semblait pressé. Les gens se déplaçaient lentement, calmement, comme si chaque geste avait son propre rythme. Nadir regarda autour de lui et s'écria « Je ne comprends pas comment ils peuvent vivre comme ça. Le temps presse. » Soudain, un vieil homme en robe bleue apparut, le prit par le bras et lui dit « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Il le conduisit jusqu'à une rivière aux eaux cristallines qui traversait la ville. L'eau coulait régulièrement, mais en l'observant attentivement, Nadir remarqua quelque chose d'étrange.
Les courants semblèrent se déplacer dans des directions différentes en même temps. Certaines eaux avançaient, d'autres reculaient, d'autres encore tourbillonnaient. Le vieil homme désigna la rivière et dit « C'est ça le temps. Tu crois que c'est une flèche droite, mais c'est en fait une rivière aux courants multiples. Tu as vécu comme l'esclave d'un seul cours, coulant sans répit. Mais tu peux choisir quel courant suivre. » Nadir, confus, demanda « Et comment choisir ?» Le vieil homme répondit « En changeant votre conscience. Si vous vivez dans la hâte, le temps sera un tyran. Si vous vivez dans le présent, le temps deviendra votre ami. » À cet instant, la rivière s'arrêta devant Nadir et se transforma en miroir. Dans ce reflet, il vit son visage vieilli, marqué par la fatigue. Puis le miroir se métamorphosa et il se vit jeune, serein, avec un sourire paisible. Il comprit que le temps n'était pas un ennemi extérieur, mais le reflet de sa façon de vivre. Il se réveilla les larmes aux yeux. Pour la première fois, il comprit qu'il ne fallait pas lutter contre le temps, mais apprendre à vivre avec lui. À partir de ce rêve, Nadir commença à marcher plus lentement, à manger sans regarder sa montre, à consacrer des moments à la contemplation. Il découvrit que, ce faisant, le temps semblait s'allonger. Les heures devenaient plus productives, les journées cessaient d'être des courses-poursuites, et la vie se remplissait d'espace. L'histoire de Nadir révèle un secret puissant. Le temps dans les rêves symbolise votre relation avec le temps éveillé. S'il se dilate et se replie dans les rêves, c'est parce qu'au fond de votre conscience, vous savez que le temps n'est pas une prison. C'est un fleuve que vous pouvez apprendre à naviguer. La psychologie étudie ce phénomène à travers la perception temporelle. Des expériences montrent que le cerveau ne perçoit pas le temps objectivement, mais subjectivement. L'ennui l'allonge, l'excitation l'accélère. Dans les rêves, cette malléabilité est poussée à l'extrême. On vit des siècles en quelques minutes, car notre conscience n'est pas prisonnière de la linéarité d'une horloge. La spiritualité ajoute une autre dimension. Dans les rêves, on peut accéder aux souvenirs de vie passée ou à des aperçus du futur, car le temps y est indivisible. Ce qui, à l'état de veille, est séparé en avant et après, fusionne dans les rêves en un seul présent. C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux visionnaires ont eu des intuitions de ce qui allait advenir dans leurs rêves. La clé est de comprendre que la flexibilité du temps dans les rêves est une invitation à transformer votre rapport au temps au quotidien. Si vous pouvez y vivre les heures en quelques secondes, vous pouvez aussi apprendre à élargir votre présent. Comment ? Grâce à la pleine conscience. En s'immergeant pleinement dans ce que l'on fait, le temps s'élargit. Manger un fruit en pleine conscience peut devenir un rituel éternel. Embrasser quelqu'un sincèrement peut arrêter le temps. Écouter de la musique avec un cœur ouvert peut devenir un voyage intemporel. Le rêve vous rappelle que le temps est relatif et que la hâte est une illusion. Il vous invite à vous demander « Préférez-vous être esclave de l'horloge ou apprenti du fleuve ?» Imaginez que chaque instant de votre vie est comme l'eau qui coule. Vous pouvez vous précipiter vers l'océan, ou vous arrêter et boire à son courant. La rivière ne disparaît pas si vous la regardez, ni ne s'accélère si vous la poussez. Elle coule, tout simplement, et vous pouvez apprendre à la suivre. Le temps dans les rêves vous montre ce qui est possible. Vivre hors de la prison des secondes. Comprendre que l'éternité réside dans le présent, que vous n'avez pas besoin de plus d'heures, mais de plus de conscience. Tout comme Nadir a cessé de fuir le temps et a découvert la paix à chaque instant, vous aussi pouvez apprendre à regarder l'horloge, non pas comme un bourreau, mais comme un rappel de la valeur de l'ici et maintenant. La prochaine fois que vous rêvez, observez le temps. S'accélère-t-il? S'arrête-t-il? Se tord-il en paradoxe? Tout cela témoigne de votre relation à la vie éveillée. Et la prochaine fois que vous vous réveillerez, rappelez-vous, vous n'êtes pas prisonnier des heures, vous êtes le navigateur d'un fleuve qui coule. Car le véritable secret est le suivant. Le temps ne se mesure pas à l'horloge, mais à la présence. Et lorsqu'on apprend à vivre le présent, on découvre que, comme dans les rêves, un seul instant peut contenir une éternité. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.